le vote du budget ce soir, donc il fait suite au débat d'orientation budgétaire qu'on a eu lors du dernier conseil municipal. Avant de commencer, j'ai les pouvoirs de M. Michel Atancia à Mme Claire Gelpin, le pouvoir de Jamila Boyer à M. Dylan Geltong, le pouvoir de Jacques Azanza à Jean-Noël Gaïmard, le pouvoir de Mme Rebourg Myriam à Françoise Gorichon, le pouvoir de M. Elgueoudi Mounir à M. Blot Jean-Philippe, le pouvoir de Mme Fraisse à Michel Berzet et le pouvoir de Mme Nadia Chiati à Mme Stella Herc. Voilà les pouvoirs. Je vous propose que la secrétaire de séance, Cécilia, soit toujours Delphine Calanca, si elle le souhaite, et si elle le fait. Vous présentez aussi, puis elle va le faire mieux que moi, notre nouvelle directrice générale adjointe ressources qui vient d'arriver depuis une semaine, qui va se présenter tout de suite et qui remplace Mme Charline Fantini. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, vous informer aussi qu'on a une nouvelle RH aussi, mais ça fait 3 semaines, ça un peu plus peut-être, un peu plus. Et pour les changements, voilà. Mais donc, par rapport à la DGA ressources, c'est peut-être important, hein, étant donné qu'en plus, dans le cadre de la préparation du budget, c'était d'autant plus important. Donc, là, c'est très important. Bonsoir, vous avez dit que vous êtes directrice de la commune. J'ai une expérience de 25 années en commune, en gestion communale, et je suis des Yvelines, donc je connais bien le coin et le Monceau. Ravi d'avoir rejoint la commune. Merci. Alors, merci. Puis même si elle arrivait en pleine construction budgétaire, enfin vraiment même sur la fin de la construction budgétaire, j'en remercierai comme l'ensemble des services tout à l'heure. Je vais passer à l'approbation du dernier procès-verbal. S'il vous plaît. Je vais soumettre au vote, M. Gueuton. Je voulais juste rappeler, comme d'habitude, que nous retransmettrons le conseil municipal en direct. Que nous retransmettons le conseil municipal en direct. Donc, oui. Juste par rapport à cette retransmission et à la remarque que vous mettrez en habitude, en octobre, nous avons fait un conseil municipal et madame la première adjointe vous avait dit que la retransmission était étudiée par les services de la municipalité, qu'il nous manquait quelques petits détails techniques à résoudre. On est maintenant au mois d'avril et nous aimerions savoir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le fait de diffuser ce conseil municipal par les services de la municipalité. Donc, Monsieur Chambord-Alexandre, déjà, ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Madame la première adjointe a dit qu'on réfléchissait. Réfléchir, ça ne veut pas dire décider. Et qui plus est, il y a un usage juridique, il restait quelques points techniques à régler. Enfin, c'est pas... Mais au-delà de ça, de toute façon, je rencontre. Alors, moi, j'aimerais bien savoir quand même au sein de ce conseil municipal, parce que j'ai un petit souci maintenant, suite à la démission du chef de file du groupe, de votre groupe, je ne me rappelle plus, mais bon, comment de Nicolas Laroche, non mais le groupe, de votre groupe, parce que moi, j'ai plus personne forcément en chef de file devant moi. Je sais que M. Jean-Pierre Girard a remplacé M. Nicolas Laroche, que j'ai remercié lors du dernier conseil municipal pour son investissement au sein même de cette instance. Donc ça, je sais que M. Jean-Pierre Girard ne souhaite pas faire partie, il l'a dit lui-même l'autre fois, de votre groupe. Donc il a créé un nouveau groupe, il est tout seul, mais bon, les rivières commencent petit, et vous verrez, ils grandissent parfois, je vous souhaite en tout cas. Au-delà de ça, je ne sais pas qui j'ai en face de moi en responsable du groupe de votre groupe. Alors c'est pour ça, moi j'ai M. Dylan Gueuton qui m'écrit tout le temps, mais c'était pas lui le responsable, c'était Nicolas Laroche. Ça pose un véritable problème pour moi en tant que maire. Pourquoi? Parce que je réunis les groupes dans la période, notamment, pour parler de ça, mais de l'ensemble des moyens qui sont déjà pas mal au niveau du fonctionnement du conseil municipal.
Donc j'ai rencontré M. Girard il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours. J'ai envoyé un courrier, excusez-moi M. Violeton, mais bon, moi j'ai de vous, je sais plus qui quoi. Justement, on vous a écrit justement à ce sujet. Certains articles, c'est important pour moi de savoir qui est le chef de file de votre groupe maintenant. Mais il n'y a aucun souci, on vous a écrit dernièrement pour vous le dire que ça serait effectivement moi qui servirait de référent auprès de vos services pour notre groupe. Ah, vous avez peut-être dit que moi j'avais pas titré. Bon, bah, alors, donc c'est vous le nouveau responsable chef de file de votre groupe. Si j'ai bien compris. Donc, je vous ai écrit, c'est pour répondre à M. Chambord, et donc on se voit. Prochainement, j'ai plus la date en tête, mais bientôt. Et ça sera aussi pour parler de ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question? Du coup, non, j'étais sur le procès verbal, excusez-moi. Donc, s'il n'y a pas de remarques hormis celles que vous faites d'habitude, je ne sais pas si vous en faites ou vous ne faites pas. Non, on vous a effectivement écrit pour vous demander de rectifier certains points. Vous n'avez pas souhaité le faire, donc nous voterons contre ce procès verbal. Sur les temps, le procès verbal, je vous dis, mais bon, je ne vais pas m'étaler, le procès verbal reste. En plus, ce n'est pas forcément un procès verbal, c'est un projet de compte rendu. Vous savez mieux que moi, vous regardez le texte plus souvent que moi, mais en tout état de cause, non, je ne change pas parce que j'estime qu'il relate bien les débats, et c'est ce qui importe aux Magnan-Villoises, aux Magnan-Villois, vous savez, de savoir si on va retransmettre au Conseil, de savoir certaines choses, les Magnan-Villois, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est comment la ligne, elle est gérée, et dans le cadre d'orientation politique. Bon, je ferme la parenthèse, j'irai pas plus loin. Donc, vous votez contre. Qui est pour? Alors, n'oubliez pas ceux qui ont des pouvoirs de voilà, qui s'abstient, qui est contre. Donc, vous avez les pouvoirs tous les 3. Voilà. Merci. Bien. Donc, oui, j'ai pas regardé. Non, mais compte. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 comptes. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Donc, avant de passer au budget qui sera présenté par la première adjointe Françoise Lonichon et qui plus est adjointe aux finances, je voulais vous donner quelques éléments quand même. Et on y reviendra si vous le souhaitez dans le débat. Le premier élément, c'est que le budget et les comptes, mais je préfère le dire parce qu'il y a des nouveaux aussi, ou des nouvelles autour de la table, notamment dans le cadre des remplacements des mandats. Les comptes, c'est bien entendu fait, réalisé par les services et le directeur général des services, que je salue sincèrement, et je pense que la première adjointe, on dira quelques mots tout à l'heure, c'est son premier budget. Hein. Et quand on est DGS, j'en ai un autre, un ancien qui est derrière moi, il sait ce que c'est. Et donc quand on est sur son premier budget, c'est énormément de travail, qui plus est, vous l'avez compris, dans la période, j'avais la DGA ressources, qui n'était plus là, qui est partie. Et donc, c'est important. Ils ont fait un boulot extraordinaire. Moi, je tenais à le dire. Et je voulais les féliciter au nom du conseil municipal, si tout le monde est d'accord, parce que ce travail-là, c'est un travail de fourni, premièrement. Hein, donc, chef, vous féliciterez, et puis derrière aussi, et tout l'ensemble, parce qu'il y a l'ensemble des services, hein, il n'y a pas que tous ceux déjà qui sont derrière moi. Deuxièmement, c'est que c'est pas... je dirais que des chiffres qu'on additionne ou qu'on soustrait, hein, c'est lié aussi à l'orientation politique de la commune et qui plus est celle que je porte avec le groupe majoritaire et qu'on a débattu lors du débat d'orientation budgétaire. Et je rappelle que ces comptes sont certifiés par la trésorière générale, qui est une femme, Madame Omared, maintenant. Et je vous dis pourquoi, parce que certains, autour de cette table, et pour ne pas les nommer, Monsieur Chambord, ça fait 3 ans que vous êtes arrivé au conseil et j'entends souvent la ville est en faillite ou le maire nous amène dans le mur. Vous verrez, ce soir je vais vous donner des grands équilibres. Moi, quand on peut débattre et qu'on est en désaccord sur l'orientation politique, ça me va toujours bien. Ça fait partie de la démocratie, je l'ai dit, et c'est normal. Mais c'est pour un plus pour les habitants, les Magnan-Villoises et les Magnan-Villois, et ça nous permet d'en même temps d'échanger et puis de porter chacun son orientation. Mais de porter à chaque fois la même chanson, que les chiffres sont faux, alors que je l'ai dit, ils sont travaillés par les services, il faut voir le boulot qu'il y a, qu'ils sont faux, ils sont certifiés par la trésorière générale, remettre en cause le travail de gens responsables, ça me choque toujours, et d'en même temps de faire peur aux gens, parce que c'est juste de porter le doute ou de faire peur aux gens,
et de dire aux gens, mais le maire, ne vous inquiétez pas, il gère très mal sa commune, la commune est en faillite, et je vous démontre, et on va vous démontrer encore ce soir, elle est loin d'être en faillite, et qui plus est, pour vous donner quelques chiffres, et comme la presse est là ce soir, elle pourra s'en emparer si elle le souhaite, c'est que déjà, on termine 2022 à l'arrêté des comptes avec plus d'1 demi-million d'euros, 530 000 euros en positif sur le brut de fonctionnement. Et ça, c'est pas de la faillite. C'est pas de la faillite. Hein. C'est une ville qui est bien gérée. Et je rappelle aussi que la balance générale présente un excédent global entre le fonctionnement et l'investissement de plus de 3,3 millions euros. Je le dis parce que c'est important de dire, moi, vous le savez, après, je le dis souvent, et parfois on me critique en me disant non, je ne suis pas un homme de chiffres. Je suis un homme qui fait de la politique pour les habitants et qui l'oriente par rapport à un budget cohérent et qui est stable depuis des années et qui nous permet d'investir sur des grands projets. Je vous rappelle quand même que la ville continue à investir. On va faire un nouveau gymnase. Je sais que certains ne sont pas pour autour de la table, hein, c'est quand même un gros investissement, c'est un des plus gros investissements du mandat, c'est plus de 9 millions d'euros, mais qui va servir aux générations futures, comme j'aime à le dire. Un gymnase, quand on prend la décision d'en construire un, c'est pour les 35-40 années futures, hein, surtout maintenant avec les nouveaux gymnases, qui va nous réduire nos coûts de fonctionnement, ce qui veut dire qu'on est très vigilant, et je suis très vigilant avec les équipes, à la baisse de ces coûts de fonctionnement. Ce qui veut dire que, voilà, on continue d'investir, et pas que dans le sport, on a un gymnase. Je rappelle que le gymnase, pour votre information, ce n'est pas que pour les sportifs. Le gymnase, ça sert à nos écoles, ça sert à beaucoup d'associations, et ça sert aussi à nos sapeurs-pompiers et à nos policiers qui viennent s'entraîner aussi, je le dis souvent, et qui me remercient dans les infrastructures qu'on a à Malf actuellement, mais celui-là aussi sera fait pour ça. Et puis, on continue d'investir dans les écoles. Hein, vous le savez, je l'ai dit, on va commencer à investir dans l'école des Cities, qui était l'école la plus, il y avait le plus de problèmes. C'est de très très gros et lourds investissements. C'est pas si simple que ça aussi. Il faut aller chercher des subventions d'État, région, département. C'est important. Et puis aussi dans d'autres écoles, notamment les marronniers, c'était de mémoire, j'ai vu, on a fait les toitures. Bon, on investit dans les écoles. Et puis aussi, on conserve l'ensemble des services liés à la population. Et ça, c'est important, voire on en crée des nouveaux. Je vous rappelle que je suis un convaincu des services publics de proximité pour les gens, et qui plus est, après le Covid, on a vécu, les gens qui ont souffert, qui souffrent encore, et suite à la crise sociale aussi, il y a une crise sanitaire et sociale qu'on vit actuellement, je tenais à vous dire, il y a de plus en plus de familles et de gens en difficulté, pas ceux forcément qu'on voit, et notamment de population d'aînés. Et donc, là aussi, on continue à faire de nouveaux services ou à maintenir les services publics de proximité, les écoles, la cantine, la restauration scolaire, j'en passe. À haut niveau aussi, au niveau des subventions associatives, c'est important aussi. Et puis aussi avec de nouveaux services, je vous l'avais dit et vous le savez, comme la création d'une poste municipale, depuis maintenant, le temps passe, plus d'un an, 1 an et demi, où là, ça y est, ça a pris son rythme de croisière, que j'essaie de mutualiser avec certains villages, hein, suite à la politique de la Poste nationale qui ferme ses bureaux de poste, et puis aussi la mutuelle communale, parce qu'on a mis en place cette mutuelle communale. Alors aussi, c'est pas que nous, mais c'est avec le CCS, mais la CCS de la ville, c'est quand même nous, et ce qui fait, je dirais, il y a de plus en plus d'adhérents, et c'est une bonne chose, voilà. Et dans le même temps, on a un partenaire, et on y reviendra parce que j'ai eu un vœu tout à l'heure, qui s'appelle la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Et je pense que ce partenariat, et je le dis souvent, c'est pas parce qu'on va me taxer d'être à l'exécutif ou pas. Moi, je pense qu'il faut toujours avoir des partenaires, que ce soit l'État, la région, département ou les grosses agglomérations, même si, je le dis souvent, elle est 4XL, celle-ci, mais dans le même temps, elle a commencé à prendre son rythme de croisière, et dans le même temps, on le voit bien que tous les travaux générés, en plus, qu'on aurait du mal, je vous dis sincèrement, à subventionner dans le cadre de l'investissement, même si certains vont me dire il y a eu la création d'un impôt supplémentaire de 6 points. Oui, mais à un moment donné, regardez sur la commune, le parking de la Mare Palou, plus d'1 million d'euros payé, prise en charge par la communauté urbaine. La Mare Palou, pour ceux qui se baladent, moi j'y suis allé l'autre fois, avec les trottoirs, ça aussi c'est de l'investissement.
On investit sur toute la commune, notamment chemin de Dreux de mémoire, et puis tout l'éclairage public qui est fait, réalisé par la communauté urbaine, qui là aussi nous baisse nos coûts de fonctionnement dans le cadre de l'éclairage public. Vous en êtes aperçu, on l'avait commencé déjà, mais on met des LED partout, on essaye d'avoir le même éclairage en intensité, mais qui consomme beaucoup moins. On arrive à faire je me trouve derrière le directeur des vécos de la CU, on baisse nos factures à la CU énormément aussi, mais on avait fait à un moment donné de fortes baisses. Je ne dirais pas de chiffres parce qu'on va frapper sur le chiffre et on va dire qu'il y a un virgule près, c'est pas bon. Mais cela étant, sachez-le, moi je voulais faire cette introduction pour vous dire, sincèrement, remercier encore une fois tous ceux qui m'entourent, les élus, les professionnels, parce que c'est important. Vous savez, quand vous êtes le premier responsable de la commune, le maire, le premier magistrat, comme certains l'appellent ou le disent, quand on travaille comme ça, et ben, ça fait toujours plaisir. Surtout quand on passe des moments qui ne sont pas simples. Tout le monde peut passer aussi des moments pas simples. Mais moi, je voulais vous dire ce soir, je suis fier de tout le travail qui a été réalisé. Et continuez comme ça, mesdames et messieurs, et on ira loin, et on le fera pour les Magnan-Villoises et les Magnan-Villois. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette introduction au débat, et je vais laisser la parole à ma première adjointe, qui va continuer dans le sens... J'ai oublié quelque chose? Ah ben oui, dans le du jour. Voilà. Alors, donc, compte administratif et compte de gestion 2022, donc c'est à toi, Françoise. Bien, ce soir, il s'agit, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de voter le fait que les comptes administratifs et les comptes de gestion sont bien en concordance. Le compte administratif est le compte qui est tenu par la ville et le compte de gestion est le compte qui est tenu par la direction des finances publiques. Et nous avons l'obligation d'être en concordance, au centime près. Il ne s'agit pas de discuter comment on a utilisé quel fonds. Là, c'est bien de valider le fait que les deux comptes sont bien dans les concordances. Sur cette délibération-là, Monsieur le maire a la possibilité d'être présent sur cette délibération. Par contre, il n'a pas le droit de débattre et il devra sortir au moment du vote de cette concordance. Donc, à un moment donné, on mettra dehors. Donc l'année 2022 a connu une certaine reprise progressive de toutes les activités. On revient à un budget qui correspond un peu plus à ce qu'on connaissait avant 2019, avant Covid. On a été impacté également par la crise internationale et la crise énergétique qui ont impacté fortement les finances de la ville. On a quand même réussi, et je remercie tous les services, à contraindre toutes les dépenses de fonctionnement, à être très rigoureux sur la moindre utilisation des deniers publics. Structurellement, Magnanville souffre d'un manque de recettes. Il n'y avait pas de recettes de base professionnelle notamment. On a hérité de peu de recettes de la CAMI. On fait avec, on fait sans. Nos recettes principales sont les impôts et les produits du domaine, sur lesquels on a toujours eu une politique tarifaire modérée. Malgré cela, on a une capacité d'autofinancement qui reste correcte par rapport aux recettes. Les dépenses de fonctionnement, donc pour l'année 22, est de 5 850 150 € et les recettes de fonctionnement 6 399 607. Ce qui nous a permis de dégager un excédent de fonctionnement d'un peu plus de 548 000 €. Avec l'excédent antérieur de 693 000 €, on a donc un excédent cumulé en fonctionnement d'1 242 000 €. En ce qui concerne les investissements, donc on a des dépenses pour 1 230 140 € et des recettes d'1 342 992 €, soit un excédent de 112 000 €. Avec l'excédent antérieur d'1 949 000 €, on arrive donc à un excédent cumulé de 2 061 000 €. Soit un excédent total, comme disait M. le maire tout à l'heure, d'un peu plus de 3 300 000 €. Et qui sont au centime près égaux entre le CA et le conseil et le compte de gestion.
concordance des CA et CU, vous avez des questions? Oui, moi. En fait, je vais lire ce qu'on a rédigé, mais du coup, j'ai pas forcément la voix la plus sympathique avec toutes mes allergies du jour. Donc, je m'excuse d'avance si je suis pas hyper audible. Alors voilà. Donc, à propos de ce sujet, 3 points s'avèrent selon nous à aborder. Tout d'abord, nous remarquons un problème notable dans le budget. En effet, la CAFNet a subi une diminution conséquente. Pour la même période, nous sommes passés de 581 000 € à 504 000 €. Ce qui, vous en doutez, n'est pas négligeable. De plus, ce chiffre est assez alarmant, sachant que les dépenses obligatoires d'investissement s'élèvent à 650 000 €. Cela s'explique par le montant de l'ACGPSEO, qui est de 315 000 €, ainsi que de l'entretien du patrimoine, qui s'élève à 350 000 €. Le fonds de roulement net amputé de 100 000 €, nous sommes malheureusement passés d'un fonds de roulement de 3,2 à 3,1 millions d'euros. Nous aimerions donc savoir, nous aimerions donc savoir si les solutions que peuvent apporter le budget 2023, sachant que nous sommes dans l'incapacité de rembourser les 300 000 € prévus pour l'emprunt du gymnase. De plus, nous notons l'absence de la mention dans le CA des entrées d'immobilisation dans la variation du patrimoine. Serait-ce une erreur ou une volonté de votre part de ne pas nous divulguer les informations? Finalement, nous aimerions avoir des précisions quant à la hausse importante des frais d'actes et de contentieux. Désolée pour ma voix. Non, mais je m'expliquerai les frais d'actes. Vas-y. Ah oui, je peux pas faire. Il y a juste il y a aussi des choses entre les informations sur le CA et les informations sur le BP. Ah pardon, j'ai été rapide. Là, on est sur la concordance du compte J'ai été trop rapide. administratif et du compte de gestion. Après, vous faites du commentaire effectivement sur qu'est-ce qu'il en sera du BP 2023. Pour l'instant, on n'y va. Là, on est sur la concordance. J'ai essayé de faire très rapide parce que la respiration est difficile. Voilà, là, on est exclusivement sur le sujet compte administratif, compte de gestion. Il faudra qu'on approuve la concordance. C'est moi le maire. Ah, c'est moi, il faut regarder M. Chambord. Allez-y, je vous donne la parole, M. Chambord. Je dis rien, je vous donne la parole. Par rapport à ce que disait Mme Desmoulins, c'est sur le budget, évidemment ce sera abordé juste après. Par contre, ce qui est à noter, c'est juste de modérer sur ce que vous avez dit sur, je dirais, la positivité des comptes et de la carte qui a été dégagée. 1 million, on est tout à fait d'accord que c'est non négligeable et que c'est très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça reste quand même néanmoins largement insuffisant par rapport aux dépenses d'investissement dont on a besoin. Vous avez dit vous-même que nous avions un fort partenaire qui est GPSEO. Et GPSEO, ça nous coûte quand même en ce moment 310 000 €, 315 000, un peu plus maintenant avec les remboursements, sur l'investissement, ce qui est une dépense obligatoire. Donc, sur ces 500 000 que l'on peut capitaliser, il y a déjà 311 000 qu'on doit dépenser. Et l'entretien du patrimoine, si on regarde un petit peu ce qui se passe au cours des années, c'est quasiment stable aussi. On dépense entre 300 et 400 000 € avec une moyenne à peu près à 350 000. Donc, on est obligé chaque année de dépenser environ 650 000 € en investissement. Or, on voit que la CAF aujourd'hui est largement en dessous de ces 650 000 €, et donc nécessairement on est obligé de puiser dans le fonds de roulement. Aujourd'hui, on a un fonds de roulement qui est effectivement non négligeable à 3 300 000, 3 millions, alors en fonction si on parle de brut ou si on parle de net, avec le reste à réaliser de 2022 pour 2023. Néanmoins, si la CAF n'évolue pas, chaque année on va dépenser, on va puiser dans le fonds de roulement, d'autant plus avec le projet de gymnase qui, d'après ce qu'on a pu lire sur le débat d'orientation budgétaire, prévoit un remboursement d'intérêts de 300 000 € par an. Alors 300 000 € plus les 650 000, on est à 950 000 €. Donc si on veut pouvoir continuer à conserver une carte positive pour pouvoir continuer à engranger du fonds de roulement, pour pouvoir continuer à investir dans les années futures, et on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle dans quelques années, la CAF aujourd'hui est largement suffisante. Si l'année prochaine, on maintient la CAF à ce niveau-là, on ne voit pas du tout comment on va faire pour rembourser le crédit à 300 000 €.
C'était les questions. C'était juste. Alors évidemment, là, on va parler budget, donc c'est pas la peine, on va pas en discuter maintenant. On voulait juste modérer les propos qui ont été tenus en disant aujourd'hui, on a une excellente gestion de la commune. On a des comptes qui sont largement excédentaires. Oui, ils sont excédentaires, c'est clair. Mais pour l'instant, et on le dit depuis déjà quelques années, n'est pas suffisant. Et là, on le voit clairement, on est largement en dessous de ce qu'on a besoin nécessairement pour pouvoir investir à minima, investir sur uniquement l'entretien du patrimoine et payer les assets de la CI. C'est tout. L'autre remarque qui a été faite, vous n'avez pas répondu non plus. Parce que je suis dans la concordance du compte administratif. De gestion, je ne suis pas dans le BP. Donc je fais la même remarque qu'un. Mais c'est parce que là, c'est pas le BP, là, c'est le compte administratif. Ah oui, vous n'avez pas vu l'heure du jour, c'est le compte Donc administratif. je ne crois pas avoir dit qu'on se satisfaisait d'un excédent large positif. J'ai dit correct eu égard aux recettes. Positif et correct eu égard aux recettes. Mais sur le compte administratif, ça permet de dire On parle ça. juste de la concordance C'est ça. pour les arbres. La délibération C'était pour faire une remarque par rapport à la production. fait voter la concordance entre le compte administratif et le compte de gestion. Si vous n'avez pas de remarque sur le fait que ça soit concordant ou non, je propose éventuellement en sorte qu'on puisse le faire voter. Je sors. Donc pour la partie qui concerne la délibération unique, qui était de confirmer la concordance entre le compte administratif tenu par la ville et le compte de gestion tenu par la trésorerie, qui est pour reconnaître la concordance entre les l'unanimité, je vous remercie. C'est bon? C'est bon? Je vous remercie. Merci à vous. Donc on va continuer. Alors, là, je suis sur. Ah, c'est l'affectation des résultats de l'exercice 2022. Madame Françoise Benichon. Alors, pour l'exercice 2022, je vous repasse les chiffres précisément que je vous ai indiqués dans la première délibération, avec les divers excédents cumulés. Nous vous proposons d'affecter en réserve 540 000 € qui seront utilisés pour le projet de ville. D'affecter à l'excédent reporté 702 117,99 €. Et le solde repris en investissement. Donc 2 061 902,63 €. Est-ce que vous avez des questions sur l'affectation des résultats? Non? Je vais procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Unanimité. Ensuite, on passe taux d'imposition 2023. Madame Françoise Benichon. Alors, en ce qui concerne les taux d'imposition, nous l'avions annoncé lors du débat d'orientation budgétaire. Nous proposons de ne pas augmenter la part communale des taux d'imposition, de ne pas rajouter de pression supplémentaire à ce que les habitants subissent déjà, ne serait-ce que par le fait de l'augmentation des bases. Comme nous l'avions fait les 2 derniers exercices, nous proposons de ne pas augmenter le taux d'imposition.
fait via la taxe Ni sur le foncier, ni sur la taxe d'habitation qui sont liées. Si on aurait pu faire le choix d'augmenter la taxe d'habitation, par exemple, pour notamment les résidences secondaires, parce qu'on continue à être imposé. Mais on ne peut pas les dissocier. Si on décide On ne d'augmenter peut pas augmenter la la taxe taxe d'habitation pour les résidences secondaires, on est Tout obligé de seul. le faire sur le foncier bâti. et non bâti. Sur Surtout les taux. Même si on s'était posé la question sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, on a pris le choix de ne faire aucune augmentation. Vous avez des questions? Oui, monsieur Gueuleton. On vous fera la même remarque que l'année passée. On estime que si on voulait vraiment aider les Magnanvillois, d'autant plus que vous nous aviez présenté au dernier conseil que vous souhaitez augmenter, en tout cas revoir la tarification publique, il serait intéressant de peut-être penser à une diminution de la part communale de la taxe foncière. Donc on vous refait la même proposition. Et voilà. J'entends monsieur Gueuleton, mais le problème, c'est oui, vous l'avez déjà fait, vous nous le faites chaque année, hein, c'est pas pour répondre, j'y reviendrai tout à l'heure sur le budget 2023, mais dans le même temps, on essaye de gérer au plus près, tout en continuant à investir. Alors d'un côté, on nous dit qu'on va à la faillite et qu'on ne s'autosuffit pas dans le cadre de la capacité d'autofinancement, et puis de l'autre côté, vous nous demandez de baisser les impôts. Moi, je ne connais pas une commune impériale qui baissera ses impôts. Je ne connais pas une commune. Nous, on a travaillé avec les services, avec la première adjointe, pour ne pas les augmenter, partant du principe, je l'avais dit, mais je ne la fais pas comme certains élus, je l'avais dit dans ce mandat-là, que j'essaierais de tout faire pour ne pas augmenter les impôts locaux. Après, le reste, moi, c'est pas moi qui gère la France aujourd'hui, ou la communauté urbaine, ou d'autres, mais en tout état de cause, on va essayer de tout faire. On l'a prouvé en 2021, on l'a fait en 2022, on vous propose de le faire en 2023. Après, vous savez, on travaille aussi, et j'ai demandé à mes services, qu'on travaille à l'échelle d'un mandat plus une année. Ce qui veut dire qu'on travaille sur 6 ans, plus une année, tout le temps, pour savoir où on va. Maintenant, tous les conseillers financiers peuvent vous le dire, et tous ceux qui travaillent dans la finance aujourd'hui, et le nôtre, notre conseiller financier, pardon, qui travaille avec nous, nous disent que plus personne n'est sûr quant à l'avenir. On a eu la crise sanitaire, là, il y a une crise sociale importante, il y a une crise financière, il y a la guerre, donc plus personne se mouille. L'inflation a explosé, donc c'est très compliqué. Et nous, dans le même temps, vous nous demandez de faire attention, et c'est ce qu'on fait, et puis j'entends, on travaille aussi dans ce sens-là. Et donc, moi, j'estime aussi qu'à un moment donné, premièrement, de ne pas augmenter les impôts locaux, ça permet aussi à ceux qui payent l'impôt aujourd'hui. Parce que sachez-le, que tout le monde ne paie plus l'impôt aujourd'hui. Là, ce n'est pas une décision du maire de Magnanville, c'est une décision du président de la République qui a donc dit qu'on ne paierait plus de taxes d'habitation, je crois que ça finit cette année. Moi, j'y suis pour rien. C'était une grosse recette pour les communautés, les communes, comme nous. Et aujourd'hui, quand je dis tout le monde ne paye pas d'impôt, oui, il n'y a que les propriétaires qui payent la taxe locale d'habitation par la taxe foncière. Il faut savoir. Donc, une grande partie des populations. Alors, nous, à Magnanville, on a plus de 80% des gens qui sont propriétaires. Mais je le dis sincèrement, je ne trouve pas ça bien dans le même temps, parce que je pense que tout le monde devrait payer l'impôt. Sa juste valeur, parce que tout le monde se sert des services de proximité, tout le monde a besoin de policiers, tout le monde a besoin d'infirmières dans les hôpitaux et d'hôpitaux, tout le monde a besoin de services publics. Et donc, dans le même temps, il y a des gens aujourd'hui, mais tant mieux pour eux, hein, je le dis, ce n'est pas pour les pointer du doigt, mais c'est quand même bien de le dire, pour moi en tout cas, et vous me connaissez, c'est de dire que tout le monde ne paye pas d'impôts, c'est pas forcément juste, c'est pas une équité par rapport à l'ensemble, et pour Magnanville, c'est d'autant plus vrai qu'il y a plus de gens qui payent d'impôts fonciers que des gens qui ne payent plus d'impôts. Étant donné qu'on a, même si on a 27% de logements sociaux, il y a des gens qui ne payent plus du tout d'impôts à Magnanville. Et je le dis, tant mieux pour eux, mais dans le même temps, c'est pour ça qu'on a pris la décision aussi de regarder que de ne pas faire toujours payer les mêmes.
Alors après, la décision politique, vous nous dites, et à juste titre, c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est qu'au moins les services, tout le monde les utilise, les services. Là, il n'y a pas d'être propriétaire ou propriétaire. Les gamins qui vont manger à la restauration scolaire, qui vont au centre de loisirs, qui servent les services de la commune. Il n'y a pas ceux qui paieraient parce qu'ils payent une taxe foncière, ou ceux qui ne paieraient pas parce qu'ils n'ont pas de taxe d'habitation. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, donc, oui, j'ai proposé, comme la première adjointe m'a proposé, j'ai proposé au dernier conseil, qu'on puisse étudier, et revisiter ou retoiletter la part des services à la population, parce que je rappelle aussi que c'était une décision politique de notre part de ne pas les augmenter pendant la crise sanitaire, et ce qu'on a fait, et on l'a fait pendant 3 ans, quand même, hein, faut le savoir. Et on avait fait une petite réévaluation. Voilà. Donc voilà, ça me paraît juste. Juste pourquoi c'est pas moi encore qui fais la politique nationale ou mondiale. Aujourd'hui, les prix explosent, mais nos fournisseurs, quand je joue à la restauration scolaire, les prix ont explosé. Je vous l'ai dit lors du débat d'orientation budgétaire, le coût de l'énergie a explosé. Donc nous, c'est des factures qui explosent aussi pour nous. Voilà, je prends juste l'image de la restauration scolaire, mais c'est vrai pour tout. Donc en même temps, on est obligé de revisiter, retoiletter. Et il y aura, oui, certainement des propositions concrètes qui sont faites avant les vacances à un conseil municipal que je vous demanderai de valider. Parce que bon, on va finir l'année comme ça, l'année scolaire, en tout cas parce que c'est souvent lié à l'année scolaire, pour qu'à un moment donné, on puisse proposer aux administrés cette nouvelle tarification. Voilà. Et baisser l'impôt, c'est non. De toute façon, je vous dis, je ne connais pas un élu dans la période, un maire qui baisse ses impôts. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de recettes qu'avant, et ce n'est pas le cas des collectivités aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais vous ne changez pas de discours, mais c'est aussi, hein, j'ai pas de souci là-dessus. Hein. Monsieur Chambord. Oui, juste parce qu'on a donné un petit échange là-dessus, effectivement, dans la période, vous avez raison sur un point, c'est que l'augmentation, la baisse des taux, c'est une décision politique. Néanmoins, aujourd'hui, dans la période, il y a aussi très peu de communes qui augmentent les taux, vu que les bases augmentent de 7%. Je rappelle, 7% d'augmentation des bases, c'est 7% d'augmentation du revenu pour la commune directe. Donc il n'y a pas besoin d'augmenter les taux, c'est pareil aussi. C'est toute petite remarque. Pas si simple que ça, sans doute, mais en tout cas, par rapport à l'impôt direct, une augmentation de 7% des bases, c'est automatiquement une augmentation de 7% de recettes pour la commune. Après, qu'il y ait d'autres augmentations sur d'autres postes, c'est sûr et certain, mais en tout cas, pour l'impôt, c'est clair. Ce que je voulais faire comme remarque par rapport à tout ce que vous dites et par rapport à la non-augmentation du taux d'impôt sur ces 2 dernières années, c'est parce qu'on a connu, et c'est pas en 2021, c'était 2022 et cette année 2023, parce qu'on a connu des hausses records. En 2021, 2022. Non, en 2021, ça a été augmenté aussi. Ah non, j'ai les mêmes chiffres. Ah bon? Regardez votre note. Bien. La base évolue en 2000. Le taux il était 32,95 aujourd'hui. Ouais. 21, 22 et 22, 23. Donc il n'a pas évolué. L'année dernière, on a voté en 2021, budget 2021, on n'a pas voté une stabilité du taux. C'est en 2022 qu'on a voté une stabilité du taux. En 2022, ça n'a pas bougé entre 2021 et 2022, parce qu'en 2022, on a voté la stabilité du taux. Et en 2023, aujourd'hui, on vote la stabilité du taux pour 2023. Et donc, ça n'a pas évolué entre 2021 et 2022, ça n'a pas évolué entre 2022 et 2023, mais ça n'a fait que 2 budgets où on vote une stabilité du taux. Toutes les autres délibérations, on a voté une augmentation du taux. D'ailleurs, au passage, c'est une des rares communes, Magnanville, si je puis me permettre, parce que j'ai aussi un peu étudié la taxe foncière depuis quelques années, il n'y a que 12 communes qui ont augmenté systématiquement tous les taux. Si ça ne vous intéresse pas, vous le dites. J'ai quelque chose que j'ai dit qui n'avait pas. Monsieur Chambord, qu'est-ce qu'il vous prend là ce soir? Ah non, mais parce que je sais pas, moi je vous écoute, vous me dites si j'ai le droit d'écrire sur le papier. Je voyais vous parler quand même de la première adjointe. Ce que je voulais dire, c'est que en termes de politique, Magnanville a systématiquement augmenté les taux.
systématiquement, tout le temps. 12 communes seulement. Toutes les communes, sur les 258 communes du département, 165 ne votent jamais d'augmentation de taux. Jamais. Donc, il ne faut pas croire que ce que l'on fait, c'est exceptionnel. C'est loin, très très loin d'être exceptionnel. C'est vous qui dites, je pas dit que c'était exceptionnel. C'est vous qui le dites. Mais non, j'ai jamais dit ça, mais arrêtez. C'est ce que je vous ai dit ce soir. À un moment donné, vous prenez vos rêves pour des réalités. Non, je ne prends aucun rêve pour des Mais réalités. si, est-ce que j'ai dit que c'était exceptionnel, monsieur Chambon? Vous avez l'air de dire aujourd'hui on fait une faveur à la population. J'ai jamais dit ça, monsieur Chambord, mais je ne suis pas là pour faire des faveurs à la population. Je suis là pour bien gérer la commune de Magnanville, tous ses habitants, dans le cadre des orientations que j'ai fixées. Voilà, c'est tout. Que vous ne soyez pas d'accord, moi je vous dis, on n'a pas augmenté les taux. Voilà, c'est clair. Une faveur, c'est qu'on n'est pas à l'école. Moi, je ne suis pas à l'école. Hein. Oui, j'ai textualisé pas, parce que je l'ai écrit, j'ai dit on a souhaité ne pas Oui, rajouter de pression Bah, c'est pas une supplémentaire. faveur. J'ai pas dit C'est pas, la question c'est pourquoi on aurait besoin d'en rajouter. Si on joue sur les mots, C'est pas on joue sur les mots, c'est qu'est-ce qu'on aurait besoin de rajouter. Pourquoi on augmenterait aujourd'hui les taux? Bah, c'est ça, non mais c'est pas pourquoi pas. C'est que si c'est augmenter les taux pour le plaisir d'augmenter les taux, on voit pas oui, c'est l'intérêt. vrai, c'est difficile. Et à un moment donné, vous êtes incohérent quand même. Excusez-moi. Ah, c'est vous qui êtes incohérent. Non. Bon, allez, je ferme vite fait la parenthèse parce que ça y est, c'est reparti. De toute façon, vous êtes là que dans un but, de toute façon, toujours de contredire et ne pas, je dirais, de donner d'éléments qui nous permettraient ensemble ici autour de cette table de réfléchir et je veux dire pour le bien commun des Magnanvilloises et des Magnanvillois. Vous êtes toujours dans cet excès. Un excès. C'est juste Mais une non, remarque mais par rapport à ce que vous avez vous inventez, vous dit. réfléchissez, vous inventez et tout. Qu'est-ce que j'ai inventé? Moi, je vous dis sur votre note de présentation, j'ai taux 2021 32,95, taux 2022 32,95 et taux 2023 32,95. Et si vous dites que ça a augmenté, On n'a pas dit que ça avait augmenté. Je viens de vous dire qu'il n'a pas augmenté en 2022, en 2023. Je suis entièrement d'accord avec vous et je n'ai pas dit que vous aviez augmenté. Si on est d'accord, c'est une bonne chose. Voilà, c'est une première bonne chose. Il y a un deuxième point sur lequel que j'aimerais aborder, c'est le point que vous avez dit sur l'inégalité de traitement entre ceux qui payent des impôts et ceux qui ne payent pas d'impôts. Vous avez reproché, alors, non, vous n'avez pas reproché. Non, mais arrêtez, monsieur Chambord. Sincèrement, si vous êtes là encore pour mettre la zizanie ce soir comme d'habitude, arrêtez tout de suite. Non, mais arrêtez, vous savez que le maire, il est là pour tenir les débats, je vous le dis. Moi, je vais vous faire des propositions, hein, continuez comme ça, hein, dans le cadre du fonctionnement. Comme on fait dans les autres, si vous regardez les autres communes ou à la CU, il y a un temps de parole. Parce que la monopolisation de la parole, ça suffit pour vous. Vous êtes en train de dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que je ciblais du doigt ceux qui ne payaient pas d'impôts. Je leur ai dit, tant mieux. Et tant mieux pour eux. C'est pas ça que j'ai dit. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? À vous la parole. Vous voulez plus la parole, ben c'est bien. On avance. Non, ce que je voulais dire juste, c'est que quand M. Laroche a démissionné du conseil municipal, Je pense que ça bah, ça tente faire quelque chose à faire, c'est un élu. C'est un élu du c'est conseil pas de ma faute s'il a démissionné. Hein. Il fait partie de votre groupe. C'est pas mon problème. Je peux terminer. S'il démissionne, je donnais juste l'explication de sa démission par rapport à ce que vous venez de dire. La cohérence entre ce que vous venez de dire et la démission de M. Laroche. M. Laroche, s'il a démissionné, c'est parce qu'il n'habitait plus la commune. Donc à partir du moment où il n'habite plus la commune, il ne paye plus non plus d'impôts à la commune. Il fait partie de ces gens qui habitent dans une commune extérieure. Je ne vois pas pourquoi il siégerait et donc c'était tout à fait logique qu'il démissionne. Et ça fait... Qu'est-ce que vient faire La Roche, déménagement de La Roche et tout, je ne comprends pas trop. Vous étiez parti sur l'imposition que vous étiez. Et là, vous parlez de M. Laroche. Bon, allez. S'il vous plaît, monsieur Gueton, vous pouvez tenir un petit peu votre truc, s'il vous plaît, parce que là, en plus, on est filmé. Je ne voudrais pas qu'on soit la risée de certains qui nous regardent. Sincèrement, soyons sérieux. Moi, je ne comprends plus rien. Moi, j'ai à gérer le débat du conseil municipal. Excusez-moi, monsieur Gueton. Comme maintenant, c'est vous le chef de file qui avez remplacé monsieur Laroche. Stop. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur les taux d'imposition? Je fais le procédé oral. Parce que moi, je ne comprends plus rien. On parle de taux d'imposition, on en vient en déménagement de La Roche. Sincèrement, ça, j'ai jamais vu ça. Allez, qui est contre les propositions que nous faisons sur la non-augmentation des taux d'imposition pour 2023? Qui est contre? Donc, 1, 2, 3. Alors, attendez. J'étais ailleurs.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui est pour? Je vous remercie. J'aurais dû passer à l'abstention, mais comme vous n'oubliez pas de voter pour. Je vous remercie. Adoption du budget primitif 2023. Françoise Mélenchon. Ah, il arrive, on vous en prie. J'avais mis des éléments sur la taxe d'imposition, du coup. Ah ouais, mais- J'avais fait la peine de les mettre dans le document qu'on a transmis exprès. Donc, il y a des taux soit, mais il y a aussi les bases. Peut-être qu'on fait partie des 12 communes qui ont augmenté une fois, ou je ne sais plus quoi. Enfin, en attendant, on a toujours moins de recettes fiscales que les autres. T'as déménagé, toi? Non, c'est pas grave. Allez, à toi. Bien, le budget primitif, c'est la suite logique du débat d'orientation budgétaire, soit le budget primitif et la traduction budgétaire et comptable de nos orientations. Notre objectif, c'est bien de conserver une CAF positive, si elle n'est pas suffisante pour certains, de continuer à construire de nouvelles infrastructures pour de nouveaux besoins, et ça c'est notamment notre part d'investissement, et de continuer à soutenir la population et les acteurs communaux. Notre proposition pour 2023, donc le budget est en fonctionnement de 7 336 000 euros et en investissement de 4 292 000 euros. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, quelques focus sur des grands chapitres. Le document, vous l'avez eu dans son intégralité. Pour le chapitre 11, donc on propose un budget en augmentation de 3% seulement, je dirais seulement, parce que beaucoup de dépenses ont augmenté et bien plus largement que les 2%. Si on prend ne serait-ce que les fluides, on est à 100% d'augmentation, 250% d'augmentation. C'est dire si il y a un travail de fait sur la recherche de toutes les économies possibles, de toutes les mutualisations de services, de matériel. Tout a été cherché au plus près et c'est un énorme travail qui a été fait par tous les services. J'en profite parce que je n'ai pas encore fait pour remercier tous les services pour l'élaboration du budget. Et puis notamment notre directeur général des services qui s'est retrouvé entre le départ de notre ancienne responsable du pôle ressources et l'arrivée de la nouvelle, et qui a fait un travail très très conséquent sur l'élaboration du budget, avec l'aide de tout service, mais piloté notamment par notre directeur général des services. C'était son premier budget lui tout seul, parce que c'est pas son rôle unique. Normalement, c'est épaulé du responsable ressources. Ça a été un très très gros travail et merci parce qu'il y a un investissement très complet. Merci M. Gégé. C'est grâce à ça qu'on arrive à une proposition de dépenses en chapitre 11 aussi contrainte. En ce qui concerne le chapitre 012, le budget tient compte d'une supposition que l'effectif sera complet dans tous les services sur une année complète, en tenant compte, et on a été impacté, et pas qu'un peu, de toutes les réévaluations des grilles indiciaires qui ont eu lieu au cours de l'année précédente. Donc là, on les aura sur l'année complète. C'est pas négligeable, alors tant mieux pour les agents de la ville qui, pour certains, avaient des rémunérations vraiment faibles et qui ont été réévaluées. Par contre, l'impact pour la ville, il n'est pas négligeable. En ce qui concerne les autres chapitres, on a essayé de maintenir notre participation aux subventions pour les associations, alors même que toutes les charges afférentes à l'utilisation des salles, le matériel qu'il faut renouveler, ont beaucoup augmenté. On vous l'avait dit dans le DOB, on a demandé et on a incité les associations à utiliser, à mobiliser leur trésorerie lorsqu'ils en avaient, et certaines ont eu des conséquences, que tout ne repose pas uniquement sur des deniers publics.
On a prévu d'augmenter le budget du CCAS, un peu plus de 18 000 euros. Le CCAS est confronté aux demandes de plus en plus importantes d'aide, des aides qu'on n'avait pas forcément beaucoup les années précédentes, des aides sur l'énergie, les aides sur les prises en charge des repas cantines ne baissent pas, au contraire. On est déjà fortement impacté par les aides de cantine de l'hôtel social. On charge des fois 4 repas sur 5. Mais après, les difficultés des ménages ont continué à nous obliger à augmenter les aides du CCAS. Tout ça est fait en essayant de contenir toutes les dépenses, dans notre seul objectif de ne supprimer, vous l'avez dit tout à l'heure, aucun service public, et au contraire d'essayer de les maintenir dans la même qualité que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça demande effectivement des investissements financiers lourds. En ce qui concerne les recettes, donc nous l'avions dit lors du DOM et vous avez reçu une proposition il va falloir qu'on se repenche sur la tarification. Pour vous donner un exemple, nous n'avions pas fait de réévaluation des tarifs de la restauration scolaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on facture pour certaines familles moins cher que le repas des facturés à la ville. Quand on dit qu'on a continué à soutenir la population, vous voyez que c'était le cas. Il va falloir, parce que les temps sont difficiles pour la ville aussi, qu'on réévalue les tarifications pour essayer de s'approcher, si on arrive à être exactement, mais dans un premier temps pour essayer de s'approcher au moins, comme base du prix facturé à la ville. Ça faisait partie de notre mode de calcul à l'origine. Au moment où on a mis en place les taux d'effort, c'était le plancher étant quand même le prix facturé à la ville et une petite participation des familles. Comme on n'a pas voulu impacter les familles d'hausses diverses, aujourd'hui on en arrive à ne plus respecter ce. On s'était donné comme élément de la politique des tarifs, c'est que le prix du repas facturé est supérieur à celui qu'on impose aux familles. Donc on a un travail à refaire et on a essayé de demander au directeur général des services de travailler jusqu'au mois de mai pour qu'au mois de juin on puisse vous proposer une nouvelle tarification en essayant, tout en conservant les taux d'effort, parce que ça c'était quelque chose qu'on a mis en place et qu'on trouve un peu plus équitable, mais de peut-être scinder les tarifs en fonction de tranches de revenus, pour essayer de rééquilibrer un petit peu, de demander des efforts un peu plus importants à ceux qui ont plus de moyens que ceux qui en ont peu. Donc tout ça, on fera la proposition au cours du mois de juin, mais ça pourra impacter nos recettes, et il est nécessaire qu'il y ait des recettes, sachant qu'on sera, dans tous les cas, puisque ce sont des services publics, loin du coût réel pour la ville. Quand on facture un repas 4 € à une famille, en gros, le coût pour la ville, c'est pas moins de 10 €. Entre le repas, les fluides, les livres, le personnel, l'encadrement, l'animation, le ménage, la vaisselle, enfin, voilà, si on intègre le tout. Alors, la moyenne, c'est 4 € la facturation, et le coût, c'est quasiment 10 € par repas. Donc, on ne va pas aller jusqu'aux 10 €, parce qu'un service public, sa raison d'être, c'est que c'est réparti et que c'est de la solidarité qui joue pour tous. Mais il faut quand même qu'on réévalue cette tarification-là. Je prenais l'exemple de la cantine, mais il y a le centre de loisirs, il y a la location des salles, il y a les frais funéraires. L'intégralité de la tarification pourrait être revue. En ce qui concerne les dotations, on peut parler maintenant de stagnation. On a perdu tous les ans depuis 2014 une grosse partie de la DGF. Elle se maintient maintenant à 5-6 000 € près. Mais on ne peut pas compter sur une augmentation de ces recettes-là. Pour la part d'investissement, sur 2023, on a la partie de rénovation thermique et énergétique des cities, qui représentera une grosse partie de nos investissements, c'est un peu plus d'1,2 million.
Concernant les recettes sur les investissements, on essaye à chaque fois que c'est possible d'inscrire tous nos projets dans au moins un programme de subvention ou le plan de relance ou toutes les dotations, DETR, des SFI. Sur l'école des cities, on a pu intégrer notre dossier dans le fonds vert. Enfin, toutes les subventions sont demandées. La plupart n'apparaissent pas dans le BP, donc elles ne nous sont pas notifiées, on les a pas intégrées. Ça, on ne prend pas le risque. On a été échoué, heureusement qu'on ne les avait pas intégrées en totalité. L'année dernière, on espérait des subventions pour l'école des cities, mais le dossier n'avait pas été retenu, du coup, on ne l'a pas connu. Donc les subventions ne sont pas intégrées, sauf si elles ont été notifiées dans notre budget prévisionnel. Sur les dépenses de fonctionnement, j'ai omis dans le chapitre 12 de rajouter le fait qu'on étoffe le service tranquillité, qui est le seul service qu'on étoffera en 2023. Et le référent handicap, donc qui sera un soutien et dans les groupes scolaires, et au centre de loisirs, et partout où la ville aura besoin de se faire aider pour accueillir notamment les enfants en situation de handicap. On fait une bonne partie de la rémunération, on est prise en charge par la CAF, mais une partie restera à notre charge, mais ça nous a semblé un progrès pour la prise en charge des enfants en situation de handicap. On essaye d'inclure de plus en plus dans les écoles un effort qu'on devait faire. J'ai fait à peu près le tour. Juste de dire que ils ont les tableaux. Oui. Il y a cohérence totale entre la section de fonctionnement, entre les dépenses et les recettes, à plus de 7 300 000, et la section d'investissement, 4 400 000. Juste une petite remarque, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La commune continue d'investir. 4 millions. Vous savez, on est une commune de 6 300, 6 400 habitants. Et là, on est sur une courbe à 4 300 000. Alors, certains qui disent bien par rapport avec les autres communes. Moi, je le mets aussi sur celle de la communauté urbaine. Je rappelle que les Yvelines, quand même, sont des communes où il y a, je dirais, un taux d'imposition faible par rapport à des recettes extraordinaires. Les Yvelines sont connotées quand même. Et le département des Yvelines comme un des départements les plus riches de France. Donc, ça peut expliquer, mais que sur le toit, nous sommes dans une zone, je dirais, sinistrée, socialement, économiquement, et donc ça a un impact aussi pour nous, bien entendu, par rapport à, je dirais, à l'équilibre, ou à la comparaison, que pourra en faire certains. Donc on continue à investir, 4 300 000 euros, c'est pas des petits investissements. Avec un budget de fonctionnement, pour moi c'est ce qui est le plus important. Hein, c'est qu'on équilibre bien, mais dans le même temps on a un budget de fonctionnement, ce qui est le coût le plus cher de la commune, c'est normal, on est dans le cadre des services publics. Je rappelle quand même, on parlait de l'augmentation des fluides et tout, mais on a aussi eu une augmentation, et c'est tant mieux, et ça je dis c'est tant mieux, que nos salariés ont été augmentés de 3,5 points l'année dernière, et ça devrait continuer cette année. Je dis bien c'est tant mieux, parce que moi je trouve ça tout à fait normal que nos salariés puissent être augmentés. Vous avez des salariés, et je vois leur fiche de paye, qui gagnent qu'un peu plus haut que le SMIC, je trouve ça désolant. Donc c'est tant mieux, mais en même temps c'est un coût supplémentaire dans le cadre de la masse salariale et du GBT compris pour la commune. Donc vous voyez, il y a les fluides et tout, et puis la situation économique et sociale du pays. Voilà, merci Françoise, merci les services. Pardon. J'ai oublié effectivement de rajouter l'impact aussi des titres déjeuners pour décider d'accorder à nos agents. C'est quand même un coût de 450 000 euros de l'année. 500 000 en dépenses et 50 euros de participation. Ça, vous savez, on a mis en place ces titres déjeuner, qui est une très bonne chose. C'est un complément de rémunération pour les salariés de la ville, hein, faut le faire. Hein. Le titre déjeuner, ils peuvent faire leur couche, leur prendre de la salle. Ils ont du mal à comprendre au départ. Pardon. Mais cela étant, c'est un plus pour eux aussi. Hein. Comme vous savez, quand on est proche du SMIC, d'avoir cette somme-là par mois, 100 euros en plus par mois, c'est important. C'est très important. Oui. J'avais une petite question à poser par rapport effectivement à l'impact de la prise en charge des familles en difficulté.
difficulté qui sont à l'hôtel et je me questionnais pour savoir s'il y avait une participation du département sur la prise en charge de ces familles. Dans la mesure où... Attention, c'est de l'État. Vous parlez de la DOMA, là, la gestion à DOMA en bas, l'hôtel Formule 1. Oui, l'hôtel Formule 1 à Ouais, Doma, l'hôtel c'est au-dessus. social, déjà, ils appellent ça un hôtel social. On a des familles migrantes, ce que j'appelle migrantes, hein, mais c'est pas. Voilà. Parce que je dis souvent, moi je revendique que la France soit une terre d'accueil, sauf que quand on est une terre d'accueil, on met des moyens. Et ceux qui les accueillent, c'est pas le maire de Magnanville, même si on ne demande pas, on les impose. Donc là, ça, c'est pas grave en soi, c'est qu'un minima, l'État puisse prendre en charge ces familles-là, alors que c'est totalement faux. Donc c'est à Doma, c'est un service de l'État, je ne rentre pas dans les détails, qui gère et les locaux et en même temps ces familles-là. De mémoire, à l'époque, il leur donnait 10 € par jour pour la famille. Par contre, nous, on supporte, pour la plupart des familles, des gens supportent, je ne sais pas ce terme-là, mais ils vont à l'école, on est obligé de les prendre à l'école, c'est tant mieux. Ça nous coûte des coûts supplémentaires parce que cette famille-là, les enfants, et voir les gens ne parlent pas français la plupart du temps. Deuxièmement, on paye une partie de la restauration scolaire. Vous savez ma position, et ça, là-dessus, j'ai toujours été clair, je ne pourrais pas laisser un gamin sans manger. Et ces gamins-là, il y en a pour la 90%, c'est le seul repas qu'ils ont par jour. Le seul repas. Et donc, bien entendu, ça part à l'aide de CCS, hein, mais c'est les mêmes, même si c'est dans les mêmes budgets, ça n'a rien. C'est pour ça qu'on vous propose une augmentation de 18 000 € du budget de la CCS, Michel, mais on a de plus en plus de demandes. Alors, concernant Adoma, les familles d'Adoma, donc je te réponds par rapport à cette question-là, mais c'est vrai aussi, au-delà de ça, des familles magnanvilloises. Je ne voudrais pas qu'on dise, il n'y a pas qu'Adoma. C'est le seul service public où les maires, je ne sais pas pourquoi, on a des impayés de factures énergétiques. On n'a pas les impayés de factures téléphoniques, de factures d'eau et tout. Les maires, on a les impayés de factures énergétiques. Je vous promets, sincèrement, c'est pratiquement une par semaine en moyenne que j'ai, voire 2. Je n'arrête pas d'avoir des impayés d'EDF, donc qui m'interpellent, et là je suis obligé de les envoyer vers les services sociaux ou vers le CCS pour qu'on regarde leur dossier. Mais sincèrement, et des gens, moi, après, j'ai des noms, c'est le pouvoir de discrétion que j'ai du maire, mais des gens de plus en plus en difficulté, et je le dis sincèrement, c'est des gens qui sont en difficulté, mais qui n'y étaient pas avant Covid, quoi. Il y a de plus en plus de familles qui arrivent, d'enfants qui arrivent. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Donc quand on essaye de pallier à tout ça, forcément on a des coûts supplémentaires. Et après, moi je revendique, j'ai toujours revendiqué qu'on était une commune très sociale, et on faisait très attention. Social, ça ne veut pas dire, voilà, on dépend. Non, on fait très attention à ce qu'on fait, mais en même temps, on est là aussi pour les gens, parce que l'État s'est complètement désengagé de l'aide aux familles. Et vous savez, le département aussi, il faut savoir, on est une des rares communes, quand on fait, soi-disant, on croise des courbes, à faire l'aide à la personne, vous savez, pour nos aînés. Là, c'est pareil, il y a des communes qui ne font plus, parce que le département s'est désengagé pour repartir totalement, même. Maintenant, je ne sais plus, parce qu'à un moment donné, c'était partiel, et donc de payer, vous savez, c'est des petits boutons quand vous trouvez. Oui, les boîtiers. Et là, c'est pareil, comme la commune est assez vieillissante, et on le fait pour les personnes qui sont seules, pas en couple, c'est l'assistance. Voilà. Le département de mémoire, il ne donne plus rien. Avant, il donnait, mais là, il ne donne plus rien. Ou il donne partiellement. La seule chose, il y a des personnes qui touchent l'allocation personnalisée d'autonomie. Et donc, en principe, la téléassistance est réglée dans la part. Et nous, la ville de Magnanville, on prend en charge, en fait, pour toutes les personnes, qu'elles aient la part, qu'elles n'aient pas la part. C'est la seule commune sur les Yvelines, en fait, à prendre en charge la téléassistance au complet pour tout le monde. Et vous ne faites pas rembourser excusez-moi, du coup vous ne faites pas rembourser pour les personnes qui ont la part par la suite? On va peut-être essayer de travailler là-dessus, parce que c'est vrai que ça fait oui, ça fait lourd. Ça fait un petit peu lourd, mais en même temps, cet argent qu'ils n'ont pas dans leur plan d'aide,
Ils peuvent, cet argent, ils peuvent aussi l'avoir pour autre chose. Ils peuvent, dans ces cas-là, le mettre sur de l'aide à la personne ou du ménage. D'accord. C'est ça qu'il va falloir revoir. Et là, on en a de plus en plus. On en a. Alors la population vieillissante aussi, mais on a de plus en plus de gens qui nous demandent cette aide-là. Bon, c'était à titre d'exemple. Et pour revenir à votre question tout à l'heure, oui, l'État, en fin de compte, à part, je dis, hein, à l'époque, je ne sais plus qui. C'est toi, Sophie, on était ensemble, hein, ce que nous avait dit, c'est 10 € par jour, je crois, pour une famille. Bon, c'est comme ça, je ne sais pas comment ils font, hein, sincèrement. Je ne sais pas comment ils font. C'est très très faible. Donc nous, bah, on vient en aide sur la scolarité. Et moi, les repas, pour moi, il n'est pas question que tout le monde mange. Ah oui, non, mais... En gros, les familles les plus soutenues, on leur facture un repas sur 5. Juste pour préciser, en fait, la majorité de ces familles ne relèvent pas du droit commun. C'est pour la raison pour laquelle le département ne verse pas. Oui. À l'État, je pense qu'il n'y a que l'État qui donne, parce que la région ne donne pas, le département ne donne pas, et puis la collectivité, on vous dit à chaque fois, vous n'êtes pas forcé de faire. Mais bon, cela étant, Ils ont le statut de cadre Formule 1. Vas-y, parle plus fort. Ils ont le statut de CADA au Formule 1. Non, il y a un peu de tout. Il y a le CADA, mais enfin, il y a des demandeurs d'asile, des personnes sans papier, voilà. Mais ils ne relèvent pas du droit commun, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas bénéficier des aides du département, de la région, uniquement les aides versées par l'État par le du Conseil de l'Europe. Après, on a 110 familles, hein, de mémoire, c'est ça, je crois, hein, 110 familles. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est qu'on a eu aussi, sur les aides, c'est qu'on a le doublement à l'école des tilleuls. L'école des tilleuls, c'est là où vont les enfants, comment ça s'appelle, des cours du soir, l'étude sur les, c'est un ancien franc pour moi. Vous voyez, donc, non mais bon, voilà, c'est vraiment tout ça à prendre en compte. Alors moi, j'avais fait une table ronde à l'époque avec, je crois, avec toi, Michel, hein, on avait vu la DOMA, on avait vu l'État là-dessus, il nous avait dit beaucoup de choses, promis beaucoup de choses, et en fin de compte, on n'a rien. Mais je ne développe pas. Voilà, c'est bien. Partenariat avec la Croix-Rouge, vous donne des cours de soutien. Ce que j'allais rebondir aussi là-dessus, s'il y avait possible d'inclure le tissu associatif. Oui, on parlait avec la Croix-Rouge. D'accord. Ok. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Oui, alors je vais lire ma petite note. Oui, allez-y ou vas-y, il n'y a pas de problème. Je suis pas. Non. Il n'y avait pas de souci. Moi, ça ne me soucie pas, mais je ne voudrais pas qu'on me fasse remercier. Je n'aurais pas fait remarquer. Alors, donc en fait, on aimerait noter qu'il y a un élément quand même qui reste omis sur le budget, ça reste le plan de financement du gymnase. Donc c'est un élément qui est évidemment une part conséquente du budget, mais qui ne figure pas. La commune possède un fonds de roulement actuellement de 3,1 millions d'euros et qui pourrait s'élever à 3,3 millions d'euros si le budget de fonctionnement que vous prévoyez se réalise. Pour rappel, vous prévoyez un excédent de 211 000 euros à ajouter au fonds de roulement. Or, nous nous voyons confrontés à un problème. Le budget ici propose un investissement de 3,8 millions d'euros de dépenses pour 550 000 euros de recettes réelles. Cela reviendrait à prendre 3,2 millions d'euros sur les finances de la commune. Et en étant optimiste, il resterait à la commune 100 000 euros dans les caisses. Est-ce que dans ces conditions, on peut envisager la construction d'un gymnase? Alors, je vais me permettre de vous répondre parce que c'est toujours la même question pour vous, hein, parce que vous n'étiez pas là, sur lesquelles je suis interpellé. C'est pas tout à fait comme ça. Et voire pas du tout comme ça. Déjà, le gymnase, c'est un choix politique qu'on a fait et on construira, je veux dire, pour ceux qui parfois doutent. Et si je le construis, bien entendu, je l'ai dit comment je le construis. Je le construis avec des architectes, avec des bureaux d'études, avec des entreprises. On va essayer de faire travailler l'emploi local. Et comment je le construis financièrement. Financièrement, quand on prend un projet tel que le gymnase, les alentours, vous allez l'avoir après de. Alors, c'est 6,8 millions hors taxes. On a ceux qui participent. Ça fait 9 millions à peu près. Ça fait 9 millions d'euros TTC. Ça serait vous mentir aujourd'hui de dire qu'on va rester à 9 millions d'euros. Ça serait vous mentir. Avec le prix des matières. Moi, je dis bien, voilà. On sera plus proche des 10 que des 9, c'est sûr. Mais en même temps, ça va être un outil, bon, je ne sais pas ce que j'ai dit en introduction, un outil pour la population magnan-villoise
extraordinaire. Et là, on pourra se dire qu'on a 2 infrastructures avec Marie-Amélie Le Fur qui nous a coûté 0, je le rappelle, qui est un magnifique outil. Et celui-ci, on aura 2 outils de haut de gamme. Excusez-moi, de haut de gamme, je sais pas si ça se dit, voilà, c'est comme ça. Financièrement, forcément, je l'ai dit, je le répète, on va prendre, c'est normal, je ne veux pas avoir un bad debt, entre guillemets, de 3,5 millions d'euros. Je rappelle quand même que ce bad debt-là, il ne faut pas l'oublier, je l'ai, et nous l'avons, grâce à la manip que j'avais fait à l'époque sur la vente du terrain à l'EPF. Vous voyez, on a fait la médiathèque. Je le rappelle quand même, hein, parce que c'est Libye quand même qui a réfléchi à faire ça pour qu'on ait quand même un bad debt aussi conséquent. Je dis, attendez. Je réponds à madame. Et donc, dans ce cadre-là, voilà ce qu'on a eu. Et que dans... Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est important de savoir, et ça, c'est pour l'impôt qui nous a fait notre bad debt. Hein. Je vous rappelle que moi, quand j'ai pris la mairie en 2014, je pourrais vous faire voir les comptes, je n'ai pas à rougir, mais je n'ai pas non plus à détruire ce qui a été fait par l'ancien maire, parce que j'ai participé avec lui à l'équipe, mais dans le même temps, on a des recettes beaucoup plus conséquentes qu'on a eues avant. Hein. Moi, je n'avais pas de capacité d'autofinancement pour ceux qui étaient avec moi dans l'ancienne équipe, aussi haute, j'en vois autour de la table, égale à la table, que j'ai actuellement. Donc, forcément, je vais passer par l'emprunt, nous allons passer par l'emprunt, je vous l'ai dit. Là, on est en train de regarder, c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir le plan de financement, parce que là, on va vous faire état du concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de cet équipement-là, dans la délibération qui vient tout de suite après. Il y a plusieurs étapes. Après, on vous rendra compte du plan de financement. Je ne peux pas vous dire, au jour d'aujourd'hui, déjà les taux bougent, mais on va emprunter, c'est sûr, parce qu'on emprunte pour les générations futures. Et ça serait complètement idiot de ne pas pouvoir emprunter. Mais on ne peut pas emprunter la totalité, parce qu'en gestion communale, sachez-le, je l'avais dit et je le redis aujourd'hui, c'est que c'est pas comme vous. Vous, si vous voulez, je dis une bêtise, vous avez une maison, vous achetez une maison, c'est rare, vous me direz si vous l'avez acheté cash, votre maison, si vous êtes propriétaire, non. Si, mais j'aimerais bien. Oui, enfin, ça serait idiot, mais même quand on peut, ça serait encore plus idiot. Parce que le taux de l'emprunt aujourd'hui, même s'il a augmenté à 2%, il a été même, on a eu jusqu'à un emprunt, un taux négatif, ce qu'on appelle, ça aurait été dommage de ne pas emprunter. Mais on emprunte aussi par rapport à un bien sur lequel on va 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, bon, par rapport au projet familial qu'on a. Sauf que vous pouvez emprunter beaucoup plus, et même si vous avez de la réserve, ce que j'appelle la réserve des placements sur les comptes de caisse épargne, de débit, j'en vois c'est le meilleur, plus d'épargne, je ne devrais pas dire, je ne peux pas faire de publicité. Voilà. Donc, mais nous, on n'a pas le droit de le faire. Donc nous, on est obligé de prendre une partie sur notre BADEN, c'est les 3 300 000, une partie, parce que de toute façon, le régulateur qui s'appelle Madame Pomared, qui est la trésorière générale, ne nous laisserait pas emprunter, par exemple, je dis une bêtise, moi je garde les 3 millions, pour revenir au débat tout à l'heure, je garde les 3 millions 3, je le fais voilà, et puis j'emprunte la totalité, parce qu'aujourd'hui, sur 30 ans, c'est un gymnase pour, voilà, j'emprunte la totalité, presque pas. J'ai pas le droit, de toute façon, je n'aurai pas le droit. Donc on prend sur notre bateline, un bateline c'est fait pour ça, je suis désolé, c'est fait pour se permettre de, en fait, de faire un petit équilibre. On va prendre, je suis foutu de vous dire ce soir, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le plan de financement, donc je ne pourrais pas vous le présenter ce soir, mais on vous le présenterait, ne vous inquiétez pas, et le reste va passer par l'emprunt, voilà comment je finance, par des aides d'État, bien sûr, d'État, régional et départemental. Ce qui veut dire que quand j'aurai le plan de financement total, pour répondre à M. Chambord qui disait tout à l'heure, je ne suis pas capable, si, je suis capable, sinon je ne le ferai pas, vous savez, si je n'étais pas capable, je ne le ferais pas, et deuxièmement, je serais attrapé par les finances publiques. Donc on mettrait, voilà. Donc voilà, le plan de financement, il va être par l'emprunt, par les subventions régionales, départementales, État, par des associations aussi fédérations sportives, parce que je suis en train de travailler là-dessus. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire le plus, et après, par partie du BADEN. Voilà comment je finance. Donc, un projet politique, mais c'est vrai pour tous les projets. Vous savez, j'ai cette expérience-là, même avant, dans mon job, hein, chacun a son job, et la collectivité, dans le privé, où vous, quand vous gérez votre panier de ménagère, vous pouvez faire ce que vous voulez, entre guillemets, attention,
non, mais cruche entre guillemets. Moi et nous n'avons pas le droit de faire comme on veut. On est obligé de passer par ça. Et heureusement. Donc, ce qui veut dire que le gymnase, quand je vous présenterai son plan de financement, vous verrez tout, les aides de l'État, les aides de la région, les aides du fonds vert, les aides du département, les aides des fédérations sportives qui là aussi maintenant nous aident, hein, parce que je vous rappelle qu'on va faire une salle spécifique gymnastique. Donc là aussi, la fédération de la gymnastique va nous aider aussi des subventions, ça va pas être 1 million d'euros. Mais tout ça fait que on va se retrouver dans un plan de financement, on va financer forcément la totalité du projet. Voilà, pour vous expliquer. D'accord, si je comprends bien, du coup j'essaye de retranscrire à mon niveau et avec l'exemple que vous m'avez expliqué, vous allez mettre combien de capital? Moi je vois par exemple à l'immobilier, il faut fournir 10 à 30% du capital de la maison, de la valeur de la maison pour pouvoir emprunter. Et du coup là ce serait à peu près combien? Là, j'ai pas, de toute façon on n'a pas fait de plan de financement, mais sachez que nous, de Berlin, de toute façon je ne peux pas aller en dessous. Je le disais, je ne sais plus qui l'autre fois, mais je vous l'avais déjà dit, il faut qu'on ait toujours des réserves pour se permettre de payer nos salariés. Et nos salariés, il faut qu'on ait au moins un mois, c'est ça la règle, un mois minimum de réserve. Il arrivait quelque chose, on était en Et ça représente combien un mois de réserve? Donc il faut un mois de réserve. Là, j'ai largement un mois de réserve, j'en suis à 3,3 millions sur 9. Voilà. J'ai beaucoup de réserves. Donc on va, je ne peux pas vous dire ce soir, ça serait pas juste déjà, et je ne l'ai pas encore identifié, mais si on veut garder une réserve honorable, je dis ça, mais voilà. Faut qu'on garde. Ça peut être 1 million d'euros, peut-être un peu moins, ou 750, voilà à peu près. Voilà. Il faut être souple. Souple, voilà, parce que ça nous permet en même temps de reconstituer notre réserve, ça nous permet en même temps de pouvoir emprunter, parce que les banques ne vous empruntent que si vous avez une cash positive, vous savez aussi bien quoi. C'est vrai pour tout le monde. Et en plus, si vous avez quand même une réserve sur les quoi vous appuyez. Oui, et c'est pour ça que j'ai bâti cette réserve depuis des années. Je vous rappelle qu'on est là, ceux qui regardent les strats, on est la seule ville qui, pratiquement, qui n'est pas endettée. Pour moi, je prends le territoire de la communauté urbaine, qui n'est pas endettée. Alors, excusez-moi, si on va dire, à part le cabinet médical. Voilà. Tout petit emprunt pour moi, on n'est pas endetté parce que, puis en plus, voilà, il s'autofinance avec les recettes. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Parce que moi, je manie aussi ça dans. Mais bon, c'est vrai que quand on explique, c'est pas simple. Non, c'était clair. Voilà. Je vous remercie, au moins si c'est clair. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un plan de financement, mais là, aujourd'hui, je ne peux pas vous le présenter. Monsieur Chambord. Je note que vous aviez bien présenté le plan de financement, sauf que vous n'avez pas répondu à la question, en fait. La question, c'est pas... Mais non, monsieur Chambord, je me permets de vous couper. Est-ce que je vous ai dit que j'ai présenté le plan de financement? J'ai dit que non. J'ai dit que non. C'est pas ça qu'on parlait. On parlait pas de ça. Moi, je réponds à la question de votre collègue. Oui, mais sauf que vous n'avez pas répondu, parce que c'est quand on parle... Si, j'ai répondu. Elle m'a dit qu'elle avait tout compris. Oui. Sauf que ce que donne le budget aujourd'hui, quand même, c'est hallucinant d'entendre ça. Vous mélangez les recettes, vous mélangez les recettes réelles avec les recettes qui ne sont pas réelles, les recettes d'ordre. Aujourd'hui, si on regarde le budget en recettes réelles, c'est une écart de 200 000 euros. Alors, on le sait très bien que c'est une volonté politique du budget qui est largement ouvert, mais si aujourd'hui, le budget qui est réalisé, c'est-à-dire si vous faites de budget à budget, sauf que ce qui est important, c'est pas tant le budget en fait, vous avez raison sur un point, c'est que le budget ne sera pas du tout réalisé. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le budget, ce qui compte, c'est le compte administratif. Le budget, c'est censé être une projection en fait de ce qui va être réalisé. Un budget primitif. C'est un budget primitif, on est entièrement d'accord. Sauf que, et je vous le dis à chaque fois, mais là, encore une fois, vous n'avez pas écouté ce qu'on a dit. Attendez, sincèrement, non mais, vous n'avez aucun respect. Non, c'est vous qui n'avez aucun respect. Vous n'avez aucun respect parce que vous n'avez pas répondu à sa question. Vous n'avez aucun respect vis-à-vis de votre collègue qui m'a posé une question. Oui, et vous n'avez pas répondu. C'est pas vous, c'est pas vous qui l'avez posé. Votre collègue, je l'ai explicité, j'ai essayé de faire clair, transparent. Elle m'a dit, monsieur le maire, j'ai compris ce que vous m'avez dit. Alors, donc, arrêtez de transposer ce que vous avez dans votre tête. Quand je dis des rêves à la réalité pour vous, c'est pas vrai pour tout le monde. Je vous le dis sincèrement, j'ai essayé d'être pédagogue.
pour expliquer, et oui, et je vous le redis encore, vous pouvez rigoler, mais en tout état de cause, aujourd'hui, voilà, c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça que toutes les collectivités travaillent, parce qu'on est sur des budgets primitifs. Et là, par contre, on a arrêté les comptes sur les comptes 2022, et 2022, en plus, vous avez voté. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas voter. Hein. Donc, dans ce cadre-là, c'est clair. On arrête les comptes et on voit. Et ma première adjointe vous a dit, là, on a eu en dépenses moins, parce qu'on n'a pas rentré sur les dépenses effectives, voilà, les charges. Et là, on les a comptées dedans, si vous avez bien regardé. Vous avez bien regardé. J'ai dit que là, on essayait de maîtriser la masse salariale. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, le GVT notamment, le glissement vieillesse électricité, moi je ne sais pas faire, hein, et puis c'est pas mieux qu'ils soient augmentés les salariés, mais dans le même temps aussi, au travers de nouvelles organisations du travail, je vous l'ai dit déjà l'autre fois, on essaye de faire le mieux possible pour que le service public soit toujours rendu de la même qualité. Voilà. Mais moi, monsieur Chambord, sincèrement, ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse tous, je pense, autour de la table, c'est que ça avance, c'est que les projets avancent, c'est que ne vous inquiétez pas, je vous dis pour la énième fois, ça fait la troisième année que vous êtes ici, la ville n'est pas en faillite, ça y était, je ne serais même pas là autour de la table, et on aurait des gens qui géraient à notre place. Donc n'essayez pas de transposer à votre manière que, comment, machin, vous me dites non. C'est comme ça, c'est la réalité. Et pour les AC, je vous rappelle quand même que j'ai fait passer au conseil municipal, les AC, c'est venu pour la cellule, parce que je rappelle quand même qu'ils font le boulot, et ils sont lissés sur 5 ans. D'accord? C'est combien par an? 56 000. Et là, on est plus, là, ça fait 2 ans qu'on les paye, 3 ans, je crois, de mémoire. Voilà. Donc voilà, M. Chambord, ce que je voulais vous dire, mais on ne va pas refaire le même débat à chaque fois, et je vous dis encore la même chose, ne confondez pas des choux, des carottes et des salades, parce qu'on ne gère pas les municipalités comme ça. Voilà, excusez-moi, allez. Non, excusez-moi, je vais quand même reprendre parce que... Allez, la dernière, après je vous laisse. La dernière parce que vous avez dit on n'augmente pas le taux d'imposition de cette année, on ne l'a pas augmenté l'année dernière. D'accord. Aujourd'hui, aujourd'hui, si on regarde, excusez-moi, c'est ce que vous nous donnez comme budget, en termes d'investissement, et vous avez raison, on investit sur 4 millions d'euros, en termes de sortie d'argent, c'est 3,7 millions, ce que Madame Desmoulins vous a dit, en rentrée propre d'argent. Oui, c'est mon nom d'épouse, du coup, je me suis mariée. Ah bon, excusez-moi, félicitations, moi je ne savais pas. Non, mais je voyais Desmoulins parce que c'est la conseillère départementale, maire d'Orly. T'es mariée depuis quand? Oui, allez-y, je vous suis. Donc, en dépenses, vous prévoyez 3,7 millions de dépenses réelles avec les cities, on ne revient pas sur le détail, tout le monde là. Quand en recettes réelles, le rentrée d'argent, c'est 500 000 euros par rapport aux subventions. Alors, je suis entièrement d'accord que vous n'avez pas les subventions qui sont données, qui sont en train d'être demandées, donc on n'a pas, mais pour l'instant, par rapport à ce que l'on a ici, ce que l'on a ici, c'est une dépense de 3,2 millions. 3,2 millions sur un fonds de roulement de 3,1 millions, puisque si on oublie les restes à réaliser 2022. Ça veut dire que si, je dis bien si, une fois de plus, tout est réalisé, à la fin de l'année 2023, il ne reste plus rien en contrôlement. Oh là, j'en ai... Là, moi, je peux plus. Non, mais attendez, excusez-moi, vous ne pouvez pas vous permettre non, de je ne dire peux ça. plus avec vous. Non, mais vous ne pouvez pas vous permettre de dire ça, ce sont vos chiffres. C'est vous qui les Allez, je vous comprenez pas, vous ne voulez pas comprendre. Attendez, c'est vous qui... Non, mais attendez. C'est vous qui nous donnez le budget, je vous lis votre budget, et ben, vous moi, me dites ce que je non, vous c'est lis, pas vrai. est-ce que je vais faire voter le budget pour C'est 2023 en section dépenses, section de fonctionnement, 7 336 794,99. Donc vous ne répondrez pas. En recette, je peux plus, sincèrement. Sincèrement, si vous ne voulez pas comprendre, ça sert à rien. En recette, idem, donc on est sur l'équilibre obligatoire. En section d'investissement, on investit 4 292 767,71 €. Et en face, on a les mêmes recettes. Et on terminera, et je vous dirai l'année prochaine, fin 2023, à la présentation du budget, qu'on y est arrivé, qu'on a fait, et on fera le même cinéma sur 2024.
Mais on a dit. Non, parce que- Allez, non, c'est et pas- ça fait un total de 11 629 562,70 en dépenses et la même en recettes, donc le budget était équilibré. Je vous propose de le soumettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui est pour? Je vous remercie. La sincérité des débats. Et excusez-moi, quand on a des gens qui ne veulent pas comprendre, ils ne comprendront jamais. Voilà. Alors, je vais laisser, non, je vais le laisser, la présentation du concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un équipement sportif, notamment le lycée. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura... Ah, le collège, pardon. Le gymnase, voilà. Ah ben non, mais il est en train de me mélanger les crayons. Moi, je ne peux plus écouter ça. Je peux plus. C'est incroyable, ça. À force, il va nous faire mélanger... Vous allez finir par construire un nouveau collège. C'est pas moi qui, si vous savez, c'est pas moi qui construis les collèges. Je le sais, Oui, je sais pas si vous le savez. Si, je le sais. Et puis j'ai pas besoin de construire un nouveau collège parce que le département investit 25 millions d'euros depuis 3 ans pour la rénovation du collège Donc, les travaux de construction sont évalués à 6 800 000 euros hors taxes. Afin de désigner le maître d'œuvre chargé de l'opération, un concours d'architectes, alors ça s'est passé en commission d'appel d'offres, a été publié au mois de décembre 2021. On a réceptionné 100 000 candidatures, hein, c'est important de le dire, je vous l'avais déjà dit, c'est énorme. C'est la première fois que je vois ça, en tout cas. Donc 5 ont fait l'objet d'un double dépôt et une l'objet d'une triple candidature, donc je ne développe pas, tout est marqué dans la note de présentation. Il y a eu une visite avec les principaux qu'on a commencé à retenir sur site, les 3 candidats. Et le jury a examiné au mois d'octobre 2022 les projets plans anonymisés et a procédé au classement des projets sur la base des critères d'évaluation définis dans le règlement concours. Donc, après avoir constaté le classement des 3 candidats, par le jury consigné dans un procès verbal, l'anonymat a été levé. Donc, le classement final est le suivant. Le candidat en premier, c'est Archi 5 Prod, qui vient de Montreuil. En 2, le candidat C, qui est Valéro Gadan, architecture associée à Paris. Et en 3, le candidat A, qui est AABP, architecture Paris. Voilà. Donc, vu la commission d'appel d'offres, nous vous proposons d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre au groupement Laura du concours Archi 5 Prod, qui est avec les bureaux d'études, PDC, MEBI, Yeti, Caporn, Solutions, IPCS. Et bien entendu, nous m'autorisez à signer le marché de maîtrise d'œuvre. La commission d'appel d'offres, vous aviez, je crois que c'est vous, Pierre Poupin, qui y était. Non, au jury. Au jury, oui. Au jury. Voilà, et donc tout s'est bien passé, mais on a eu beaucoup d'offres et très intéressantes. Hein. Il y avait tout. Et pour rappel, j'avais demandé aussi, dans le cahier des charges, qu'on travaille à un ouvrage d'art, ce que j'appelle un ouvrage d'art, qui peut s'intégrer facilement dans notre beau complexe multi-activité pour le coup, sur le terrain, le complexe Firmin-Riffaut, qui nous permettent en même temps que les gens puissent se promener, faire du sport autour du gymnase. Hein, vous verrez quand, je ne sais plus si je vous l'ai présenté en fait. Non. Ça c'est intéressant, vous voyez. Ah oui, mais C'est plus intéressant de présenter ça que de raconter certaines choses. Enfin, voilà. Donc je vous présenterai un prochain conseil municipal. Je l'ai présenté déjà dans le journal, mais présenté plus dans le détail. Et puis on fera peut-être une aparté quand on présentera le plan de financement. Hein, comme ça vous aurez les éléments. Voilà. Et puis d'autoriser monsieur le maire à avoir des subventions auprès des différents partenaires. Forcément, ça a bien fait de me le souligner. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Oui, allez-y. Simplement une explication de vote en cohérence avec ce qu'on a voté sur le budget, et puis puisqu'on n'a pas de plan de financement, on votera contre cette délibération. Ça serait heureusement que la majorité va voter pour. Ça serait dommage pour les Magnan-Rigoises et les Magnan-Rigois, et puis surtout pour les associations sportives. Mais vous savez, monsieur Guelton, c'est par vous que je vais faire le discours. Vous savez qu'on ne peut pas présenter le plan de financement avant de passer ces étapes-là. Voilà. C'est une position de principe, je l'ai bien compris, et politique de votre part, mais
vous l'assumez, moi je ferai voter. Oui, encore monsieur Chambord. 2 minutes. Hein. Monsieur Gueuleton, quand on va se voir, je vais mettre, si ça continue, du temps aux interventions par groupe. Hein. Je vous dis, on va se sortir à l'enregistrement ça. Je vous dis, parce qu'à un moment donné, c'est fait partie, parce que ce genre d'intervention qui est toujours faite par le même conseiller municipal qui fait partie de votre groupe, perturbe le bon fonctionnement du conseil municipal. Posez une question, Je vous ça le dis. perturbe le bon fonctionnement. Je vous le dis. Non, non, vous ne posez pas de questions, vous ne comprenez pas. Déjà, les questions, vous posez. Je ferme la parenthèse. Je fais voter, c'est bon. Monsieur Gueuleton a posé sa question, c'est votre chef de file, je lui ai répondu. Et il m'a dit votre position. Donc, qui s'abstient, qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est pour? Je vous remercie pour les Magnan-Villoises et les Magnan-Villois et les associations. Avis de la commune concernant le projet de plan partenariat de gestion de logement social et d'information des demandeurs PPGD de la communauté urbaine Grand Paris sénéoise. Voilà. Alors, je ne vais pas vous lire la note de présentation, je ne vais pas vous faire cet affront, mais si vous avez des questions, je peux vous répondre. C'est une démarche communautaire pour mieux gérer, hein, je dis ça aussi avec la directrice de cabinet qui gère aussi les questions de logement, plus particulièrement sur Magnanville, mais c'est pour mieux gérer le système. Voilà. Et harmoniser surtout les critères. C'est surtout ça, parce que c'est vrai que c'était quand même beaucoup, très compliqué. Très compliqué. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je soumets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, je vous remercie. Ensuite, des affectations. Mon cher ami Bernard Mostodier, à toi. C'est suite à la libération du 6 mars 2023. Nous avions cédé la parcelle AB 109 à 1 euro symbolique. Il convient donc de la désaffecter du domaine public en vue de son transfert en pleine propriété. Voilà. Il s'agit d'autoriser monsieur le maire à voter la délibération. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'aime bien cette voilà, la note est comme ça. Tout le monde a compris, hein, c'est par rapport au prochain rond-point de l'entrée de ville. Je l'avais peut-être dit l'autre fois, maintenant je ne me risque plus trop quand même. Normalement les travaux devraient démarrer au mois de juin. Hein, et les travaux un petit peu du département, mais après les gros travaux, donc on a réussi à cause du retard des travaux de l'entrée de ville, à décaler un peu les travaux sur rond-point, parce que ça va être un très gros rond-point, c'est bien un rond-point. Ça va être important. Et donc, il va être fait en même temps en concomitance avec le départ du chantier, mais ça a été très compliqué. Donc, je pense qu'ils vont commencer, de toute façon, ils ont déjà commencé, les études au département, et ils feront le gros des travaux l'année prochaine, hein, c'est ça. Voilà. Question. Pour votre information. Oui. La réalisation d'un rond-point, ça prend combien de temps? À peu près. Là, vous me posez des questions, ma chère Madame Gelpin. Moi, je ne suis pas TP, mais je pense pas moins de 4-6 mois, hein, ce que vous avez dit. Vous prenez les 4 mois. Ah bah ça, de toute façon, c'est sûr. Après, comme je dis souvent, je ne suis pas Mimimati. Si je pouvais être Mimimati et puis d'un coup, voilà. Les routes départementales qui se parlent. Après, c'est pas attention, hein, c'est départemental. Quoi. Il y a 2 routes départementales, mais c'est le département qui prend en charge totalement, je l'avais dit. Hein. C'est un coût des travaux à plus de 2,5 millions d'euros. À l'époque, 2,2 millions, même maintenant, ça peut augmenter. Et dans le même temps, sachez que c'est pour la sécurité aussi des gens qui passent par là. Hein. On a un accident pratiquement toutes les semaines, voire plus, même parfois. Et donc, et dans le même temps, ça fera que l'entrée de ville, elle aura une belle entrée de ville. Après, je cite que ça commence. Et là, sur ce dossier-là, j'y vais doucement, hein, étant donné qu'au champ, à chaque fois, même si on gagne le tribunal, et ben, ils nous en mettent. Regardez en face la rapidité que ça construit, pour ceux qui ont été, ça va très vite. Hein. Enfin, ça va vite. Très vite. Il faut pas que je le dise trop, parce qu'après, ça peut se faire. Quand je dis très vite, après, on va pas le chantier, et puis on n'a pas d'intempéries, c'est déjà ça. Voilà. Est-ce que j'ai fait voter Bernard? Non. Donc, je vous propose de soumettre au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Je vous remercie. Et ben, voilà, on a fini.
que vous aviez des questions? Alors, il y avait des questions d'ailleurs. Oui. Question orale. Oui. Et un peu. Donc notre question concerne la réalisation d'un appel d'offres sur le renouvellement de la flotte de véhicules de la commune. Suite à nos demandes de documents et d'informations que nous avons pu obtenir, nous avons quand même plusieurs questions. Il nous a été indiqué que les véhicules servaient principalement aux services techniques communaux, mais les véhicules comme les Toyota Yaris ou les Renault Clio ne nous semblent pas forcément très adaptés à cet usage. Donc pouvez-vous nous préciser l'usage de ceux-ci? Peut-être que le renouvellement de la flotte pourrait être l'occasion de faire des économies budgétaires si ces véhicules ne sont pas pleinement nécessaires. Enfin, est-ce qu'il est prévu de réunir la commission d'appel d'offres pour statuer sur ça? Alors, par rapport à cette question, premièrement, j'ai mal compris, je ne comprends pas. Vous dites que vous avez remarqué qu'il y avait un appel d'offres concernant le renouvellement de la flotte de véhicules. Déjà, je ne sais pas comment vous l'avez pu le remarquer, suite à nos demandes de documents et d'informations, mais cela étant, c'est pas grave, on peut aller sur le site des appels d'offres, mais je n'ai pas compris, parce que moi, sincèrement, je ne l'ai pas mis dans les documents, dans le budget, ça n'y est pas, c'est pour ça que je ne comprends pas trop. Mais bon, cela étant, vous l'avez remarqué, mais ce n'est pas suite aux demandes de documents et informations que vous avez pu obtenir, ça c'est sûr, ça c'est clair. Vous avez le droit d'aller sur les, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, sur les plateformes, pourquoi pas. Bon, après, il y en a peut-être ça à faire, mais bon, c'est pour ça que je n'ai pas compris, je me permets de vous dire en introduction. Par contre, après vous affirmez, il nous a été indiqué que les véhicules servaient principalement aux services techniques communaux. Alors là, c'est une affirmation. Vous affirmez ça, non, on a un parc de véhicules aujourd'hui qui sert aux services techniques. C'est pour ça que je suis très étonné de cette question-là, avec une introduction qui dit grâce aux documents qu'on vous a demandés et aux informations, vous avez fait un appel d'offres, et après vous affirmez que les véhicules serviraient principalement aux services techniques communaux. Je ne sais pas, ça me paraît bizarre. Moi, je ne vous ai jamais rien dit, je n'ai jamais donné. Peut-être pas vous, mais vos services nous ont répondu que sur la liste des véhicules, effectivement, ils servaient principalement. Non, suite à la demande de renseignements qu'on vous a demandé, vous nous avez répondu sur la liste des véhicules. Et donc on vous demande effectivement, puisque là, votre réponse, la réponse de vos services. La réponse de vos services, non mais j'explicite pour que tout soit bien clair. Puisque la liste des véhicules que vous nous avez envoyés, vous nous avez dit que ça servait principalement aux services techniques, on se demande effectivement, il y a certains véhicules qui nous semblent ne pas servir à ces services-là, donc du coup on vous demande le détail par rapport à ça, tout simplement. Mais au-delà de ça, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Oui, la grosse part, je ne sais pas si c'est la grosse part. Bon, on a un parc de véhicules, forcément pour les services techniques, on a des camions, on a des voitures. Je vous rappelle que vous parlez des Clio, ce n'est pas des Clio, il y a une Renault Clio qui nous a été donnée par le département, que j'ai prise quand même, et j'ai remercié le président du département, c'est toujours une bonne chose, d'avoir un véhicule. Et cette Renault Clio sert au service technique de mémoire, et elle nous a coûté 0 €. Voilà, ça c'est le premier point. Après, c'est vrai qu'on a des Toyota Yaris. Alors, pour mémoire, je rappelais aux uns et aux autres, Madame Genpa, je ne sais pas si vous étiez là à l'époque, mais bon, comment on a fait évoluer? Non, je pense pas que vous étiez là. Même pratiquement personne n'était là, à part les anciens des élus du conseil municipal. À l'époque, le parc de véhicules était essentiellement acheté, en propriété. Que ce soit les camions, que ce soit tous les véhicules qu'on avait. Le maire avait un véhicule pour lui acheté. Et moi, au Champ-Pas, quand j'ai repris la gestion communale, j'ai proposé déjà, premièrement, parce que, comme vous dites, de se poser des questions, parce qu'on a des camions qui ont 10 ans, vous savez, quand vous les achetez, vous ne les revendez pas. Voilà. Et dans le même temps, qui polluaient, qui consommaient, et puis qui n'étaient pas adaptés au mouvement qu'on a sur la commune. Quand vous prenez un camion, on en a encore, parce qu'au fur et à mesure, on ne va pas les jeter, mais un camion qui fait 10 km par jour, sincèrement, quand vous l'allumez, ça pollue, surtout qu'ils ont 5-6 ans, voilà, tout ça. Donc j'ai demandé qu'on puisse regarder comment on était plus efficace,
ça nous coûterait en même temps moins cher et qu'on ait des véhicules avec un entretien compris en location longue durée, parce que la location longue durée, ça nous coûte beaucoup moins cher. Le seul souci, j'avais dit à l'époque, c'est qu'au lieu d'avoir de l'investissement, ça basculait en fonctionnement. Donc on est sur ce principe-là. Et quand vous prenez des véhicules en location longue durée, c'est 4 ans de mémoire. Et au bout de 4 ans, bah forcément, il faut changer, il faut les changer. Mais ça nous permet d'avoir toujours des véhicules à peu près neufs. Alors là, ils sont en fin de vie, excusez-moi, ils ont 4 ans. Pour celles qui roulent beaucoup, forcément, ils commencent à être un peu fatigués. Et donc, ça nous permet d'avoir un renouvellement de véhicules toujours adapté à nos besoins, sécurité, et surtout qui consomme moins. J'avais demandé qu'on passe de l'électrique, voire de l'hybride. L'électrique, vous savez qu'on a une difficulté ici, mais c'est à peu près partout dans toutes les collectivités, c'est qu'on n'a pas assez de puissance de rechargement. Parce qu'un véhicule électrique, je vois celui-là, la Zoé qu'on a, la Zoé toute seule, donc voilà. Donc c'est la politique que j'ai demandé qu'on mette en place. Donc au fur et à mesure, on remplace les véhicules. Moi, je n'ai pas en tête, sincèrement, ne me demandez pas combien de véhicules. Ce que je sais, c'est qu'il y a là en remplacement, alors pour vous répondre, ce n'est pas un appel d'offres, parce qu'on est en dessous du seuil, c'est un APA, ce qu'on appelle un APA. Donc on consulte, on fait consulter par la loi publiée, et là on a demandé de changer, parce qu'ils arrivent en fin de contrat, même ils ont dépassé le contrat, les 4 Toyota, que je ne raconte pas, la Toyota du maire, la Toyota du DGS, la Toyota du DST, la Toyota des services des agents en partage, et la Zoé qu'on va rendre. Voilà. Et sur toutes les 4 sont arrivés en même temps. Donc, on a demandé de garder l'hybride, mais de l'hybride rechargeable. Parce qu'on s'est aperçu qu'avec celle qu'on a actuellement, forcément, c'est l'hybride. Alors, ça recharge, c'est compliqué. Ça recharge pas, quoi, on ne peut pas, ça recharge en roulant, mais ça consomme quand même. On n'est pas technicien, il faut aussi de l'essence pour mettre dedans. Donc voilà. Donc dans ce cadre-là, celle-là sont parties, donc l'appel à l'offre est parti. Je pense qu'on a eu, je suis pas sûr, on va avoir 2 réponses que j'avais cru comprendre, une chez Peugeot et une chez Toyota. J'ai publié, c'est publié. Ah ben c'est pour voilà, on aura. Voilà. En véhicule hybride et nouvelle génération forcément pour moins consommer. Rester toujours sur de l'électrique. Pour ceux qui roulent moins, on a des véhicules qui roulent moins qui tournent sur la ville. Je ne veux pas vous dire, mais le véhicule du maire ou le véhicule du DGS ou du DSC sont les véhicules qui tournent le plus, et c'est nous qui faisons le plus de kilomètres. Si vous voulez aller encore plus loin, je n'ai pas à vous en cacher, je peux faire 45 000 à 50 000 km par an. Je crois que mon DGS en fait même plus que moi. Vous voyez, non, mais c'est bon, c'est vrai, parce qu'il habite loin. Donc voilà, voilà le système qu'on a mis en place. Il n'y a rien à cacher, c'est un système où on a des coûts moindres, forcément, que d'acheter des véhicules. Parce que vous savez, dès que vous sortez un véhicule, que vous achetez du garage neuf, il a perdu déjà 20%. Donc ce qui veut dire que nous, en plus, en collectivité, moi, je me rappelle, à l'époque, l'ancien maire, je ne sais plus, je l'ai connu, il a eu 2 ou 3 voitures, il allait pas jusqu'au bout, mais au bout de 6-7 ans, elles étaient... puis 6-7 ans, notre voiture, en gros, 0, pratiquement 0. Donc là, on a toujours des véhicules, 4 ans, ça va, un turnover de 4 ans, des véhicules propres, sécurité aussi, parce que c'est sécuritaire, c'est important pour notre personnel et pour ceux qui travaillent pour le compte de la municipalité. Voilà. Et pour aller jusqu'au bout de l'information, donc l'appel d'offres, je vous ai répondu, il n'y en a pas, c'est sur un APA. Pour information, je vous dirais qu'il y en a retenu, mais moi, c'est pas mon problème. Et on va rendre aussi là, du coup, on aura un véhicule, quoi, on va rendre le véhicule Zoé, qui d'ancienne génération, qui prend beaucoup d'énergie pour le charger. Et là, on a acheté, là, on a un achat, c'est spécifique. C'est pas ici, c'est spécifique, c'est pour ça que je le précise. Un véhicule pour la future police municipale, un Duster, voilà. C'est des 4x4, vous voyez, bah, ça, c'est toutes les polices municipales, ça, je pense, pour aller dans les chemins et tout, parce qu'ici, on a une ville aussi. Et là, il est en train de se faire équiper, parce que là, pourquoi on l'a acheté? Parce que de toute façon, on ne peut pas le faire en location longue durée, parce que personne ne le fait. Donc, on est obligé de passer par l'achat. On a fait
bonne affaire, je pense. Hein. Moi, mes services m'ont proposé. On n'a pas acheté tout à fait neuf, mais on a bien. C'est une occasion qui a peu de kilomètres. Et là, elle est en phase d'équipement. On me demande pas d'équipement pour une police municipale, voilà, réglementaire. Et du coup, on va rendre la Zoé parce qu'on n'a plus besoin de la Zoé. Voilà. Oui. Est-ce que j'étais clair? Ça va à peu près. Bah, dites-moi si je n'ai pas été assez clair, je ferai des précisions. Non, je posais la question des camions du CTM qui sont vieillissants. Alors là, c'est une Ou très pas, bonne question. oui, parce que s'ils sont vieillissants, après, en termes de remplacement... On est encore en propriété pour certains, même tous. Je pense qu'on fera aussi le même principe. Cela étant, les camions, moi de mémoire, les deux masters, c'est ça? Il y en a un qui doit avoir 30 000 km ou 40 000, il a tout cassé, puis il a combien de temps? Alors là, vous posez le code, mais cela étant, les gars, jusqu'au bout, sachez qu'on passe par l'entretien aussi, on a à faire des entretiens, parce qu'à l'époque, pour les plus jeunes, c'est qu'en plus, on avait un mécanicien, deux mécanos, ici, on faisait les vidanges, j'en passe les meilleurs, on faisait même la carrosserie. Hein. Alors, je vous dis, là, en termes de coût, c'était avant. Maintenant, on ne va plus se permettre. Sinon, il faudra embaucher un carrossier, un mécano. Et donc l'autre master, il est plus vieux. De toute façon, si on change, de toute façon, là, on perd tout l'investissement. Vous savez comment ça se passe en collectivité. Tout l'investissement va perdre. C'est clair. Ils perdent, je ne sais pas comment ça va, ça fait au moins 50 000 euros. Hein. Oui. 50 000 euros perdre ça en 10 ans, ça fait mal. Donc, moi, l'ambition politique, après, il faut qu'on regarde, c'est de passer par la loi de longue durée, comme on fait la communauté urbaine, hein, pratiquement. Moi, je suis le président de la commission d'appel d'offres, mais à la communauté urbaine, voilà, à part les véhicules spécifiques comme les balayeuses, comme les voitures de police municipale. Mais encore, il y en a qui sont en location. Et oui, on a passé un contrat de location de longue durée. Voilà, est-ce que j'ai été clair et j'ai répondu à toutes vos questions? Madame, oui, là, sur ce coup-là, j'ai compris. Sur les camions, ça me parle plus. Ah non, je ne vais pas lui parler. Si, mais... Non, mais je dis ça me parle plus personnellement. J'aime bien les masters. Voilà, donc voilà la réponse à vos questions. Après, me dire combien... on vous a répondu, le nombre de véhicules, je suis un peu sûr. Moi, après, je pose juste la question parce que du coup, je m'informe. Il y a une différence du coup entre véhicules de service et véhicules de fonction. On est bien d'accord que là, ce n'est que des véhicules de service. Service. D'accord, parce que vous m'avez dit monsieur habite loin. C'est pour ça que du coup, je me permets de demander si c'était pas un véhicule de fonction. C'est un véhicule de service avec remisage à domicile. D'accord. Ah, voilà. Il y a plusieurs règles. Effectivement, une nuance avec le véhicule de fonction, mais c'est pas un véhicule de fonction. On a des impôts, je ne sais pas, au niveau des autres. Non, mais oui, c'est pour ça que j'ai entendu monsieur habite loin, du coup, je me suis... Alors, par contre, les autres sont des véhicules de service. Si il y a un carnet de bord, je crois que c'était ça, ou je ne sais pas, il y a une demande à faire en mer, c'est moi qui autorise ou pas. Et quand ils vont en formation, parce qu'il y a des formations pour les camions, quand ils vont se déplacer loin, ou quand on nous les demande en prêt, parce qu'il y a des gens qui nous demandent en prêt aussi des véhicules parfois. C'était fait comme ça à l'époque. Ouais. En prêt, pour les ménagements, pour des trucs comme ça. Ah oui. Vous savez, j'ai essayé de mettre un peu de toiletter tout ça, mais de la bonne façon. C'est pour ça qu'il n'y a rien de surprenant, qu'on prenne des décisions comme ça. Ça nous fait économiser des coûts, et en même temps, c'est un plus pour les agents, parce que moi je sais que les agents, c'est bien qu'ils roulent avec des services. Les Toyota, vous savez, le Toyota, c'est une petite voiture. Hein. Toyota, là, vraiment petite. Hein. Moi, j'ai plus d'eau, voilà. Mais au-delà de ça, c'est que quand elles ont 4 ans, les voitures, elles souffrent. Hein. Tout ce qu'on n'avait pas vu à l'époque. Alors, à l'époque, pour ceux qui... Non, vous n'étiez pas là. J'avais dit aussi pourquoi on prenait des Toyota, parce que on avait reproché à l'époque de ne pas prendre des Renault, et j'avais expliqué que les Renault étaient faites au Maroc ou les dans Toyota les sont fabriqués en France. alors que les Toyota Yaris, on s'était renseigné, étaient faites à Valenciennes de mémoire. Oui, donc là c'était Dans l'époque. on ne fait pas défaut, par du personnel salarié français, et dans le même temps les pièces et main-d'œuvre, les pièces détachées étaient faites en France. Voilà. Maintenant j'en suis intervenu parce que c'est vrai que la Toyota, mais on verra. Hein. Est-ce que c'est bon? J'ai répondu à vos questions?
Eh ben, je vous remercie. C'était tous vos... On vous avait présenté également un vœu. On a été sollicité par un... Je vous laisse le présenter. Oui. On a été sollicité par un collectif d'élus qui nous a proposé ce vœu. Il nous semblait plutôt pertinent. On vous propose peut-être de faire une modification si vous le souhaitez et de ne pas demander une suppression totale de la part intercommunale de la taxe foncière, mais simplement une baisse. Donc le vœu, hein, pour vous le présenter rapidement, il fait le constat que finalement la mise en place d'une part intercommunale de la taxe foncière à 6 points n'était pas forcément nécessaire à ce niveau-là en tout cas. Et donc il propose, ce collectif d'élus, de supprimer totalement cette part. Nous on vous propose peut-être de simplement demander aux conseillers communautaires de voter peut-être une baisse de ce taux puisqu'il n'apparaît pas comme étant totalement justifié. Alors déjà, ouais, je l'ai lu, hein, M. Gueton. En plus, je suis membre et du bureau exécutif et conseiller communautaire. Donc déjà, un nouveau taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, oui, c'est pas 6%, c'est la création, parce qu'il y avait 0 point avant. Premièrement, il y a eu des débats à l'exécutif. Moi, sincèrement, chez votre collectif, je vois à qui vous faites référence, parce qu'ils viennent à chaque fois, à chaque conseil communautaire. Au-delà de ça, moi je pense ce qui est de la responsabilité des groupes politiques au conseil communautaire, il faut leur laisser la responsabilité. Moi, je vous donne mon sentiment. Déjà, je ne voterai pas parce que, premièrement, je suis membre de l'exécutif, ou sinon, si j'étais, je dirais, en incohérence avec ce que propose l'exécutif, sachez que je ne suis pas tout le temps d'accord, et tout le monde n'est pas tout le temps d'accord, mais après, ça c'est la démocratie, on débat, on se passionne, et c'est ça que j'aimerais qu'on ait ici, sur des orientations, des objectifs, et à la fin, on tranche les questions parce qu'il faut savoir les trancher. Donc il y a eu des débats, il y a eu les 6 points, ça fait déjà l'année dernière, il y a eu un vote au conseil communautaire, très largement favorable à la création, c'est comme ça, les groupes ont voté pour, moi je fais partie d'un groupe politique, là j'ai une réunion préparatoire, je crois, demain soir, pour le conseil et le vote du budget le jeudi soir. Moi, je pense qu'il faut laisser la maîtrise au groupe politique de la communauté urbaine, parce que sincèrement, en plus l'impact d'un conseil municipal par rapport à la communauté urbaine, je vais vous dire, c'est quasiment nul. Voilà. Et moi, en tout état de cause, je ne prendrai pas part au vote de ce qu'il y a dedans, même s'il y a peut-être des choses qui pourraient être comprises, et dans le même temps, alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait, monsieur Belton, je pense pas. Ah non, c'est le vœu qu'on l'a envoyé tel quel. Ouais, parce que j'ai bien c'est pour ça que je dis ça. Mais largement, de toute façon, je pense que la grande majorité des élus du conseil communautaire ont voté contre, au-delà des groupes, ont voté contre ce vœu-là qui a été présenté. Je ne sais pas comment il est arrivé au conseil communautaire. Voilà. Si je peux me permettre Après, moi, je vais le soumettre au revoir. Je peux me permettre simplement une précision. Donc l'objectif, c'est effectivement d'interpeller les conseillers communautaires. Hein, c'est pas de leur retirer leur responsabilité. Au contraire, c'est de leur dire ce qu'on pense qu'ils devraient faire. Après, effectivement, ils font leur propre choix. Et si je dis pas de bêtises, ça va dans le sens de ce que propose votre groupe à la CU, hein, de proposer une diminution de du taux. La décision du groupe n'est pas prise parce que la réunion aura lieu un soir. On est dans un groupe politique à la communauté urbaine et chaque groupe prendra sa décision un soir. Je sais qu'il y a des débats dans les groupes, il n'y a pas le temps mien aujourd'hui, pas pour baisser, mais de dire à un moment donné qu'il faut qu'on regarde vraiment dans le cadre des investissements, comme on travaille avec le budget qu'on a aujourd'hui, c'est un ensemble, c'est une globalité, c'est ça que je voulais vous dire. Après, charge à vous aussi de pouvoir écrire en tant que conseiller municipal, je ne vais pas vous donner, vous le faites assez souvent, au groupe, au président de tous les groupes, pour qu'ils prennent la dimension de ce qu'ils vont voter jeudi. Mais ça, c'est de votre droit. Moi, je ne souhaiterais pas que le conseil municipal, pour ma part, puisse émettre un vœu positif par rapport à ce qui est présenté tel quel. En plus, il y a des erreurs, il y a des chiffres qui ne sont pas bons. On l'avait déjà dit l'autre fois. Voilà. Et je me soumets au vote, bien entendu, si vous le souhaitez. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce... Je l'avais mis sur table, je crois que tout le monde l'a vu. Oui, on l'a. Donc, je soumets au vote ceux-là. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Alors là, il faut compter.
Bah, on va rester sur les... qui est pour. Voilà. Voilà. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà, merci. Je clôture ce conseil municipal sur le budget qui est voté. Merci à tous les services, parce que parfois, j'ai merci au DGS ou à la TGA.